Et salut tout le monde, bienvenue pour ce deuxième épisode du Talkie Oui Oui de la saison 2. Je suis très content de vous accueillir et aujourd'hui j'ai Monsieur Henry Braun. Comment on dit avec un avocat? Il n'y a pas un mot On dit maître parfois, mais maître. c'est pas obligatoire. Toi t'aimes bien qu'on dit maître Braun? Ça me dérange pas. Donc j'ai Henry Braun. Avant de te présenter, je rappelle les gens, c'est le Talkie Oui Oui. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des bits, à faire des subs. Si vous êtes sur YouTube, il y a le lien dans la description pour le lien Streamlabs, mais aussi pour le lien Tipeee de la Zavoie Prod pour qu'on puisse continuer à faire ces émissions en plateau. Bonjour Henry, Bonjour Wissam, ça va? ça va bien et toi? C'est un plaisir de te recevoir. Alors déjà, je devais te recevoir l'année dernière, mais plein de fois, je me suis raté. Il y a eu Ça, des on est, rendez-vous, des on- choses. on est tellement occupés tous les deux. Ben oui, oui, ça a été compliqué. Mais je suis très content de te recevoir parce qu'en plus, maintenant, ça commence à faire des années qu'on se connaît. Et aussi, ça fait des années que tu es dans l'antiracisme. Tu es connu comme un... Alors, il y a certains qui disent l'avocat des dominés. On va y venir. En tout cas, tu es connu pour ton engagement pour les libertés publiques et pour la défense des droits des opprimés, de ceux qui subissent la répression, le droit des mouvements sociaux et contre les dérives autoritaires. Tu as aussi participé aussi beaucoup au mouvement antiraciste. Alors autant l'islamophobie, il y a vraiment tous les racismes, mais aussi spécialisé, on va y venir sur la question de l'antiziganisme. T'en parles beaucoup et tu as beaucoup défendu. Alors là, je te reprends tout de suite. Ouais. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'antiziganisme. Je me suis intéressé effectivement aux questions de racisme et des différents types de racisme dans leur diversité. Mhm. L'islamophobie, la négrophobie, également l'antiziganisme. Mais je ne me suis pas spécialisé là-dedans. J'ai juste vu qu'il y avait un moment, un angle mort, qu'on n'en parlait pas beaucoup, pas Ouais, assez. c'est l'idée que C'est vu encore qu'on le en parle cas. peu. C'est ça. Et Ouais. que c'est un peu une forme extrême de racisme. Mais je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans. Ouais. Je veux Moi, dire que t'es pas un chercheur qui a travaillé sur le sujet ou non, évidemment. Non, enfin, j'ai fait quelques recherches, forcément, j'essaie de me renseigner. Mais ce que je veux dire, c'est que mon approche, c'est de combattre des dérives racistes et autoritaires, comme tu l'as dit. Et donc, c'est pas tellement... Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les mécanismes d'État qui vont mettre en œuvre ces discriminations. Et en 2016, il y a eu un portrait de Libération sur toi et le titre c'était Henry Braun, la voix des autres et le défenseur des minorités. Donc, la première question c'est qu'est-ce que tu penses de cette description? Est-ce qu'elle te va, ce truc de défenseur des opprimés, la voix des autres? Est-ce que ça te plaît ou tu trouves que Oui, bon, ça a l'air un peu emphatique comme ça, mais moi, j'essaye effectivement de voir la domination, de voir le courant de domination et de me placer du côté de ceux qui subissent une oppression et d'essayer de les défendre, d'essayer effectivement de porter la voix de ceux dont la voix n'est pas légitime. ouais. C'est-à-dire que je me sers de mon habitus, hein, pour parler comme Bourdieu, et des connaissances que j'ai pu avoir à la fac de droit ou ailleurs, pour retranscrire dans un langage légitime les aspirations de gens qu'on n'écoute pas, comme par exemple les habitants des Foyadoma, par exemple, au Ouais. hasard. Ouais. Mais et aussi dans l'article, c'est écrit que tu es jovial. On va pouvoir le vérifier, mais aussi que Mais tu es... méfie-toi, Wissam, méfie-toi. Ah, non, je te connais assez, je pense que ça va, mais aussi que tu es libertaire. Est-ce que toi, tu te dis libertaire? Est-ce que c'est un courant de politique, idéologique dans lequel tu t'identifies ou en tout cas Libertaire, c'est un mot qui me paraît sympathique. Moi, je défends effectivement la liberté. Je me reconnais tout à fait dans la devise notre beau pays, liberté, égalité, fraternité. Oui, mais les La liberté est libertariens en premier. Alors, libertarien, c'est une dérive tout à fait inquiétante, qui n'a rien à voir avec la liberté. Donc, le terme de libertaire me plaît bien. et est-ce que tu penses être, on parle, toi, on pourrait te dire avocat militant. Est-ce que c'est quelque chose qui, te va ou pour toi, il faut séparer les 2? Quand tu es avocat, tu fais ton travail d'avocat et à côté de ça, tu fais du militantisme ou pour toi, il y a du sens de parler d'être avocat militant? Alors le terme de militant déjà ne me plaît pas trop parce que ça évoque un peu militaire. Ah Donc, ouais? le terme de militant, Ah, le ça a libertaire. l'idée un petit peu d'être embrigadé dans quelque chose. Donc le terme militant n'est pas un terme qui me parle tant que ça. Mais effectivement, on peut dire avocat engagé ou avocat qui défend des causes. On peut utiliser le terme qu'on veut, ça importe assez peu finalement. Même le terme de militant, on peut Ouais, l'utiliser, ça me dérange. mais ça, c'est les Voilà. anarchistes, Mais et donc l'idée, c'est effectivement de défendre une cause et de le défendre quand on est avocat. Donc je ne fais pas de séparation entre les deux. Alors je ne suis pas avocat 100% du temps, comme fort heureusement, ouais. mais quand je suis avocat, il m'arrive de traiter des dossiers, enfin tout est politique,
mais des dossiers où il n'y a pas une dimension politique évidente ou immédiate, en matière pénale par exemple, où je défends des gens qui ont pu commettre ou qui sont soupçonnés d'avoir commis des meurtres, des viols, que sais-je, des escroqueries, où là effectivement, là je suis juste avocat, mais il y a un certain nombre de dossiers où je vais m'investir et essayer de... c'est pas tant de défendre une cause que de simplement permettre l'expression des aspirations de personnes qui n'ont pas droit à la parole et qui Mmh. n'ont pas une parole légitime. Mmh. Mais justement, sur ton compte X, c'est écrit: «Avocat contre le racisme et le fascisme», et moi je me demandais, est-ce que donc il y a ce côté, quand même politique dans Mmh. dans beaucoup de tes affaires. Est-ce que par exemple tu serais prêt à défendre quelqu'un de fasciste? Est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable pour toi? Ou, pour toi, c'est pas question? Parce que tu as certains avocats qui vont dire: «Ah mais au nom de mes valeurs pour la liberté et l'idéal de, la justice et que tout le monde a le droit d'être défendu, je pourrais défendre un fasciste». Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi à ça? Alors j'ai beaucoup réfléchi à ça. Merci beaucoup les gens, Ouais, merci. c'est une excellente question. C'est-à-dire que là, tu poses effectivement ce que j'appellerais le dilemme d'avocat engagé. Ouais. Parce que d'un côté, on est avocat et on doit être capable de défendre toutes les personnes. Donc on défend une personne, quels que soient les faits qu'elle a commis. Et Mmh. donc, comme je fais du droit pénal, je peux défendre en matière correctionnelle ou criminelle des gens qui ont commis des actes abominables Ouais. que je n'approuve absolument pas. Évidemment, Oui. défendre ce n'est pas approuvé, ça c'est évident. Et donc après se pose la question, alors d'un autre côté, je suis un avocat engagé, militant, comme tu disais, qui va essayer de faire passer un message, voire de défendre une cause. Et donc effectivement, comment est-ce qu'on peut combiner les deux? Alors déjà, la question reste assez théorique, Oui. puisqu'il n'y a pas beaucoup de fachos qui me demandent de les défendre. Ça, c'est le Il y premier a pour point. l'instant, ça s'est pas Pour vérifié, l'instant, quoi. ça ne s'est pas Tu as pas posé. demandé, ouais. Après, je pense que je ne refuserai pas euh, par principe, Ouais. mais tout dépendrait de la ligne de défense qu'on pourrait employer. Mmh. Par exemple, imaginons, je ne sais pas moi, qu'il y ait une agression raciste en marge d'un meeting du Rassemblement national. C'est Mmh. plus qu'un cas d'école, c'est tout à fait Mmh. envisageable. Et que la personne qui a commis cette agression raciste me demande de la défendre. S'il me demande de la défendre en disant que je suis censé approuver ce qu'il a fait ou rentrer dans sa logique politique, là je refuserai. Je D'accord. refuserai pour deux raisons. La première, c'est que ma conscience y opposerait et qu'évidemment, je ne vais pas défendre des valeurs qui sont radicalement opposées aux miennes. Et la seconde, c'est que de toute façon, je le défendrai mal, parce que je n'y croirais Mmh. pas. Maintenant, si je me rends compte que le type se rend compte qu'il a été engrainé, qu'on l'a amené à faire ça, et que finalement, on peut le défendre en expliquant qu'il n'est pas, on est responsable de ses actes évidemment, Mmh. mais qu'il n'est pas totalement responsable à 100%, Parler du parce qu'il a contexte. parlé du contexte, parlé de l'embrigadement idéologique, parlé du fait du rôle des médias d'extrême droite, Mmh. du rôle des déclarations gouvernementales. Hein, quand Retailleau nous dit à bas le voile, il ne Mmh. faut pas être surpris que des femmes voilées se fassent agresser dans la rue. Donc là, Ouais. dans cette mesure-là, je pourrais le faire, mais donc je dirais Tu as un que... angle précis. c'est très théorique Ouais, que bien notre sûr. discussion, mais je dirais que je suis prêt à défendre n'importe qui, mais pas de n'importe quelle façon. Mmh. Parce que mais c'est vrai que c'est cette question. Tu as dit: «Défendre, ce n'est pas prouver», c'est évident. Alors, comme je disais dans le chat, pas pour tout le monde, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ce principe. Mais c'est Oui. vrai que ça défend en fait, c'est le mot «défendre», qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ça pourrait être juste défendre l'idée que même un fasciste, nous, en tant que défenseurs de l'état de droit, on pense que même un fasciste a le droit à un procès juste ou à des choses comme ça. Et par exemple, je pensais aussi Ah bah, au tout le monde a droit à un procès équitable, hein, ça c'est mais la ça, base, hein. Tout le monde y oui, a mais tout droit, le ça monde c'est n'est une pas base, hein. d'accord avec ça. Tu regardes Ouais. dans l'opinion populaire, tu as parfois en mode pas besoin de procès, peine de mort pour ces gens-là, tu vois? Il y a des trucs quand même où c'est pour nous, ça paraît évident, mais pour beaucoup de gens, ça m'a pas l'air de l'être. Et qu'est-ce que tu pensais aussi? C'est Jacques Vergès, non, qui avait défendu, Klaus Barbie, je suis pas fou? Alors Vergès avait défendu Barbie et Barbie a le droit d'être défendue et Vergès avait le droit de défendre Barbie. Par contre, à l'époque, bon, je n'étais pas encore avocat, j'étais étudiant, je n'avais pas apprécié la façon dont D'accord. Ouais, tu étais pas Vergès d'accord avait avec, défendu Barbie,
notamment lorsqu'il avait tenté de porter le discrédit sur les époux Aubrac en sortant le fameux testament de Barbie, qui est un document bidonné. Donc la façon dont il l'avait fait et les thèses qu'il mettait en avant m'étaient apparues assez antipathiques. Mais sur le principe que Vergès défende Barbie, que n'importe quel avocat défende n'importe quel accusé, ne me pose aucun problème. Tout le monde a le droit d'être défendu. Mais après, effectivement, il faut aussi qu'il y ait un accord entre l'avocat et son client. Il faut qu'il y ait une ligne de défense qui soit élaborée en commun. Et c'est vrai qu'il y a des lignes de défense que je ne pourrais pas accepter, d'abord parce qu'elles pourraient être suicidaires, et ensuite parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas plaider. Mais donc, c'est vraiment l'idée qu'il y a une relation entre l'avocat et son client. Et cette relation, elle peut... Enfin, je finis encore un mot. Cette relation, elle peut... Moi, j'ai dit, il faut aimer son client au moment où on plaide. D'accord. Et après, on peut ne pas l'apprécier, son client, avant ou après. Mais quand on plaide, quand on met sa robe, quand on est dans l'action, là, on doit aimer son client. D'accord. Et il n'y avait pas l'idée... Alors, vous allez voir, moi, les gens sur le droit, j'avais une discussion juste avant, je suis un peu paumé, mais il me semblait qu'il y avait des avocats aussi qui profitaient des affaires pour faire aussi un procès politique contre l'ensemble de la société, non? Il y avait ce mécanisme-là. Oui, alors bah ça, effectivement, l'ensemble de la société, c'est peut-être beaucoup. Oui, oui, mais, plutôt sur le pouvoir, ou sur retourner un peu le truc, quoi. Mais effectivement, moi j'estime qu'il y a une vision, je ne suis pas le seul, qu'il y a une vision stratégique du procès à avoir, c'est-à-dire qu'il faut faire des contentieux stratégiques pour arriver à poser des problèmes, pour faire avancer l'égalité des droits. Et donc effectivement, je le fais régulièrement, que ce soit en matière d'islamophobie, que ce soit par exemple sur la question des foyers de travailleurs immigrés, qu'on appelle de résidence sociale, qui est une question qui me tient beaucoup à cœur et sur laquelle il va falloir qu'on avance, parce qu'on se rend compte qu'il y a des inégalités et des conditions de vie qui sont vraiment déplorables et qui sont entretenues par un système. Donc il faut, effectivement, il y a un usage stratégique du droit et du contentieux, et il faut le penser. Parce que cet usage existe, et il faut absolument le penser, c'est évident. Oui, c'est vrai. Alors dans le chat, on parlait beaucoup de Jacques Vergès, mais aussi Gisèle Halimi qui a pu faire ce procédé-là. Il y a le métier d'avocat qui, moi, petit... Alors j'aime beaucoup, plus Gisèle Halimi que Jacques Vergès. Si tu me demandes de choisir mais entre les deux... c'est vrai qu'elle est moins... Si tu me demandes de choisir entre les deux, là, alors, je ne l'ai pas connu Gisèle Halimi. Vergès, je ne l'ai pas connu beaucoup, mais j'ai beaucoup d'admiration de loin pour Gisèle Halimi. Oui, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse parce que là, dans l'antiracisme, il y a un peu un discrédit sur Gisèle Halimi par rapport à sa position sur le voile, où elle était plutôt opposée. Mais je veux dire, les gens, il ne faut pas être bête, ça n'enlève pas tout le travail formidable qu'a fait Gisèle Halimi. Alors, ça n'enlève pas le travail formidable qu'elle a fait. Après, je ne sais pas ce qu'aurait pensé Gisèle Halimi en voyant le développement de l'islamophobie et la façon dont ça a été instrumentalisé. Elle aurait pu également changer d'avis. Parce qu'après, il y a aussi une question de génération, parce qu'il y a toute une série de militants anticolonialistes qui ont été formés dans les années 50-60 et qui étaient effectivement sur des bases d'égalité et des bases laïques, et qui donc effectivement ont eu du mal avec cette question du voile, mais c'est aussi une question de génération. Mais c'est le cas de tout le monde. Oui, tu veux dire que rien ne dit qu'elle aurait pu évoluer. Peut-être que dans quelques décennies, tes positions, Wissam ou les miennes, paraîtront réactionnaires. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça. Et c'est vrai aussi de préciser que peut-être, si elle était là, elle aurait changé d'avis vu le poids de l'islamophobie. Et donc, pour revenir sur le métier d'avocat et même sur le champ du droit, moi, petit, j'avais toujours l'image que c'est vraiment un truc de riche, un truc de bourgeois, et surtout avec l'idée que, ah, mais c'est pour la droite, et le droit est toujours en phase avec le pouvoir. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que... Ce que j'en pense, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont tributaires de la vision marxiste du droit. Et cette vision, pour moi, est erronée à bien des égards. C'est-à-dire que l'idée que le droit serait une simple superstructure déterminée par des infrastructures matérielles et qui n'aurait pas à proprement parler de véritable consistance, qui ne serait qu'un reflet des rapports de force, est à mon sens, je le dis très simplement, et je vais encore me faire des amis là, est tout simplement une théorie erronée. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des aspects dans le droit qui vont favoriser le fonctionnement capitaliste. Il y a des aspects dans le droit, si on prend le Code Napoléon par exemple, qui évidemment mettent en place un ordre patriarcal, c'est évident, mais le droit n'est pas que cela. Le droit est quelque chose de flexible, et là je pense qu'il faut avoir une vision épistémologique sur ce qu'est le droit, et bien comprendre qu'il y a en droit des principes
qui sont des principes Mmh. universels, comme le principe d'égalité, par exemple, et qu'il faut simplement prendre ces principes et les pousser jusqu'au bout. Et donc à partir de là, la Révolution française met le principe d'égalité, pose le principe d'égalité entre tous les citoyens, mais ne l'applique pas aux femmes. Ne Mmh. l'applique pas aux colonisés non plus. On prend l'exemple des femmes. Ouais. Et ben, au bout d'un moment, effectivement, les revendications, les premières féministes sous la Révolution, que ce soit Olympe de Gouges, ou Théroigne de Méricourt, sont absolument déconsidérées, traitées de façon infâme et considérées comme des folles. Et au bout d'un moment, eh bien, cette revendication féministe, elle fait son chemin. Ah, ça prend du temps quand même, puisque la dernière discrimination anti-femme dans le Code civil disparaît en 1985 seulement. D'accord. Et ce n'est C'était que quoi? depuis c'était sur le régime matrimoniaux. C'était D'accord, sur un OK. point, relativement de détail, mais ce n'est jusqu'en 1965, une femme mariée n'a pas le droit d'ouvrir un compte en banque ou de travailler sans l'aval de son mari. Donc on D'accord, a été OK. rendu là. Donc il a Ouais. fallu longtemps pour que ce principe d'égalité finisse par être appliqué réellement. Mais alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Est-ce qu'on peut dire le principe d'égalité n'a pas de signification et est stupide? Non, on peut dire simplement le principe d'égalité a été défini dans son principe, mais n'a pas été appliqué dans toutes ses conséquences, Mmh. et il faut l'appliquer dans toutes ses conséquences. Pour les femmes, ça a pris C'est quasiment 200 ans, ouais. Et donc toi, pour toi, le droit, c'est un champ de bataille qu'il faut investir, c'est ça? Il y a des choses à gagner là-dedans? bien sûr. C'est-à-dire que le droit, c'est, le langage, de l'État, et l'État est comme l'acteur essentiel dans tout cela, et le langage de la politique. C'est-à-dire Mmh. que la plupart des revendications, politiques peuvent, se traduire, comme l'exercice de nouveaux droits, et donc à partir de là, le langage, juridique est, je dirais, l'habillage du politique. Donc à Ouais, partir de là, il est nécessaire de maîtriser le droit, ou au moins de maîtriser son langage pour éviter de se faire piéger. ouais. On voit bien d'ailleurs dans les débats politiques où malheureusement on a beaucoup de femmes et d'hommes politiques, comme beaucoup de gens dans notre société, qui ne connaissent pas le droit. Ce qui est un peu embêtant quand on est député et qu'on fait voter la loi de ne pas la connaître, c'est un peu ennuyeux, mais bon, Ouais, enfin en même temps, c'est la représentation, le président de la ouais. représentation qui veut ça, et qui donc à partir de là, on peut se faire piéger en disant mais le droit empêche que, alors que le droit est beaucoup plus flexible que ce qu'on peut imaginer. Le droit, alors qu'on me dise, le droit d'aujourd'hui, dans la société où on est un instrument au service des dominants, je l'entends, c'est Ouais. parfaitement exact. Mais le droit peut également être un outil au service des dominés, Ça et peut être c'est une ça qu'il arme faut à notre, développer. Bien sûr, bien sûr. d'accord. Et est-ce que bah, justement, est-ce que tu penses que c'est ce qu'on discutait avant, que juste avant le direct, tu penses qu'à gauche, on ne travaille pas assez sur le droit, on a trop de lacunes, on devrait, investir plus, il y a des lacunes sur la connaissance du droit, et moi le premier, hein, comme tu as vu, procureur, j'étais en mode: «Putain, c'est quoi déjà le procureur?» Tu penses que c'est quelque chose qu'on devrait travailler un peu plus? Alors oui, là, à gauche, partout. Car le problème, c'est dans notre société, on a un enseignement du droit qui est inexistant en dehors des facultés de droit. C'est-à-dire qu'il Oui. n'y a pas, par exemple, au collège ou au lycée, on a des cours d'instruction civique, mais on n'a pas réellement, de cours de droit, et je pense qu'il faudrait former, les gens, les élèves, hein, dans les écoles au droit, non pas pour en faire des juristes, des techniciens, mais Un simplement minimum, ouais. donner un minimum de connaissances de base. De même qu'on apprend l'anatomie, qu'on apprend les bases de la médecine à tous les enfants, Ouais. ben, on devrait également apprendre les bases du droit, parce que c'est un phénomène fondamental. Le Mmh. droit, comme on dit en latin, ubi societas ibi ius, là où il y a de la société, il y a du droit. Ouais. Un droit qui n'est pas forcément un droit étatique. C'est-à-dire Ouais. qu'on peut envisager, il existe, et des droits qui sont, il y a un pluralisme juridique, il y a différentes sources du droit, et on peut tout à fait imaginer un droit qui ne soit pas d'origine étatique. D'accord. Là, c'est ton cœur libertaire, qui parle. Peut-être, c'est aussi les travaux d'anthropologues, Ouais. Oui, comme oui. Pierre Clastres, David Graeber, et voilà. Et moi, j'avais aussi sur la question de l'avocat. Heu, Ce serait quoi pour toi un bon avocat? Comment on pourrait définir un bon avocat? Ce n'est pas à l'avocat de définir un bon avocat, c'est à ses clients. Oh! Et donc si c'est le client, c'est juste celui qui gagne, c'est ça? Un bon avocat est, fondamentalement celui qui gagne ses procès. Donc mais ça veut dire, est-ce qu'il peut avoir un bon avocat de gauche en respectant une éthique de gauche, ou il doit quand même s'adapter au droit et avoir la meilleure stratégie pour gagner? Alors ça pose la question de la rhétorique,
Et la rhétorique, c'est fondamental. Ouais, Hein, je pense qu'il faut étudier la rhétorique, hein, dans son acception la plus classique, l'institution oratoire de Quintilien, prendre les canons de la rhétorique, les méthodes de la rhétorique. Il faut connaître la rhétorique. Et il faut après la mettre au service d'un idéal, hein, ouais, comme l'a dit Perelman par exemple. La rhétorique, c'est essentiel. C'est-à-dire que quand on veut convaincre quelqu'un, il faut partir des présupposés qu'on a en commun ouais, et essayer d'accord. d'arriver à faire avancer ses arguments. Donc on doit nécessairement être un rhéteur et faire de la rhétorique, malgré Donc ça demande un truc tous les siècles de d'adaptation. discrédit qui s'attachent à l'idée de rhétorique. Je pense que c'est fondamental Mmh. de faire de la rhétorique. Il y a quelqu'un qui a dit: «Il y a 2 types d'avocats, celui qui connaît le droit et celui qui connaît le juge». Très bonne citation de Coluche. Heu, C'est vrai, on ne cite pas assez Coluche parmi les philosophes du droit, mais on devrait le faire. oui, oui. Un avocat travaille dans la justice capitaliste, il est forcément capitaliste. Oui, bon après, je veux dire, on travaille tous dans le Ah, ça c'est système sûr. Non, capitaliste, mais quoi. ça c'est sûr que je paye la TVA, je paye l'URSSAF. Ça forcément, je suis intégré dans un système capitaliste, mais comme vraisemblablement la plupart des gens qui nous écoutent ce soir. Mais d'ailleurs, oui, j'avais pas prévu cette question, mais c'est facile de vivre de parce qu'on a tous l'image de l'avocat quand même qui, gagne bien sa vie et tout. Dans la réalité, c'est facile pour les avocats de Je dirais qu'il y a un oui, enfin, il y a un double fantasme, notamment quand on parle d'avocats engagés. D'un côté, on a l'idée que l'avocat serait extrêmement pauvre parce qu'il défend, par exemple, des sans-papiers, comme je le fais ouais, régulièrement, et qui serait misérable. Et de l'autre, on a le fantasme d'avocat qui serait richissime. Bon, ben, la réalité se situe entre les 2. ouais. Hein. C'est une activité économique comme une autre, et on peut arriver à s'en tirer. C'est une profession libérale, donc effectivement, plus on travaille, plus on gagne et bon, voilà, Il y a on beaucoup de arrive à s'en tirer. concurrence, là? Je vais pas prendre discours Poujadis où les charges sont trop élevées parce que ça serait quand même un discours que je me refuse à endosser. Ça. Et il y a beaucoup de concurrence. Il y a plus d'avocats, effectivement, maintenant qu'il y a une vingtaine d'années, Ouais, hein. alors que le volume du contentieux est globalement le même. Donc, effectivement, il y a sans doute plus de concurrence, notamment pour les plus jeunes, ceux qui arrivent, qui n'ont pas encore eu le temps de faire leur trou. Il y a sans doute plus de concurrence qu'il y a quelques années. Ouais. Après, il y a les cabinets usines, la profession se libéralise. Tu es d'accord avec, Alors, c'est une profession libérale, par définition. Après, elle se libéralise. Alors effectivement, oui, alors il y a différents types d'exercices. Quand on est avocat, on peut travailler dans des petites structures, voire même tout seul, et on peut effectivement travailler dans des cabinets qui ressemblent à des usines, mmh, où on aura tout un immeuble d'avocats qui travaillent ouais, du droit communautaire, des fusions-acquisitions, ce genre de choses, mmh. qui sont ultra spécialisés et qui, eux, sont effectivement au service du capitalisme, clairement. Et toi, c'est quoi ton parcours? C'est quoi qui t'a, comment tu en es devenu être avocat? Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce travail? C'est quoi? Est-ce que dès petit, ça te donnait envie? Je sais pas, peut-être tu voyais des séries à la télé et tout, ou il y a des figures qui t'ont donné envie d'être avocat? Il y a quelque chose qui t'a motivé? Ouais, alors j'ai eu envie de devenir avocat assez jeune, vers l'âge de 12 ou 13 ans. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est quand même jeune, hein, C'est c'est un peu jeune. Ouais, à l'époque, on avait, il y a eu deux événements qui m'ont enfin 2 types de débats qui m'ont marqué. C'était d'abord le débat sur la prison. Donc c'était l'époque, c'était pas l'époque du GLIP de Foucault, là, j'étais un peu jeune pour, avoir connu ah ça, d'accord, c'est un mais peu plus c'était tard. l'époque du CAP, Comité d'action pour les prisonniers, à la fin des années 70, 1980, et après tous les débats également sur l'abolition de la peine de mort, OK. que j'ai suivi. Bon, j'étais un peu jeune, mais j'avais suivi ça à la télé, Oui, à l'époque, effectivement. c'était le grand Et ça débat. m'a tous ces débats-là, tous les débats également sur, l'autodéfense avec les commerçants qui faisaient des machines infernales pour Ouais. piéger les délinquants. Donc tout ce je dirais toute cette atmosphère de critique du droit, dans les années 70-80, oui, c'est quelque chose Et qui il y a des gens m'intéressait. qui demandent, tu as grandi dans un milieu politisé ou pas du tout? Pas plus que ça. J'ai grandi dans un Ouais. milieu intellectuel, mais pas Ouais. oh, politisé un peu, mais pas plus que ça. Ouais. Et il y a et donc avocat, ça, mais est-ce que d'emblée, quand tu avais 12-13 ans ou plus jeune, tu te disais: «Ah, je veux pas seulement être avocat», parce que ça peut être avocat des affaires, mais avocat engagé dans les luttes, Ah oui, enfin mon idée a toujours été d'être avocat pénaliste, ouais. hein, ce que je suis devenu, et donc de faire du pénal et de le faire, au service d'une cause. Donc cette double dimension, à la fois sur le côté pénal et criminel, et de l'autre de défendre une cause. Et c'est quelque chose qui est mal vu dans le milieu des avocats un peu, le truc, d'être avocat de gauche, est-ce que, est-ce que c'est un peu méprisé par ceux qui se font de l'argent ou qui défendent, je sais pas, je me demande si vu que en fait, moi, je me dis: «Vu que c'est un truc de droite»,
Peut-être qu'ils sont en mode: «Ah, Alors, ceux qui défendent les mais gueux là». là, franchement, Wissam, j'en ai aucune idée. Ah Donc ouais? je fréquente pas, Ah ouais, vous tellement. fréquentez pas entre vous? Il y a Oui, pas donc un bar, non, non, je le fréquente pas tellement. Enfin, je fréquente des confrères, évidemment, j'en Ouais. connais depuis le temps, j'en connais un certain nombre. Mais vraiment, je me rends pas compte. C'est peut-être le cas, mais même Et si c'était le cas, ça me toucherait pas beaucoup, donc il y en a d'autres de plus en plus, des avocats engagés comme toi? Parce que j'ai oui. l'impression qu'à une époque, il y en avait pas mal et Mais moi, là, j'ai l'impression que parmi les jeunes, ouais, qui viennent, qui sont inscrits au barreau depuis quelques années, il y a beaucoup de jeunes confrères et de jeunes consoeurs également, qui sont vraiment talentueux et engagés. Et donc oui, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, ouais, bon, il y a toujours eu, oui, ça mais qu'il y a revient, peut-être plus d'avocats engagés maintenant qu'il y a quelques années. ouais. Et bah, et surtout, j'ai l'impression aussi que tu as, je vais dire les minorités, mais les habitants de quartier qui de plus en plus font des études de Absolument, droit et peut-être tendanciellement sont de plus en tout à plus fait, à se dire: «Ah, je vais tout à défendre ces fait. causes-là parce que j'ai Tout à fait. connu». On a effectivement des habitants de quartier maintenant qui deviennent avocats, ce qui n'était pas le cas quelques décennies en arrière. Ouais, Et ça, effectivement, ça peut changer les choses. C'est un phénomène qui est récent, qu'il faut observer avec intérêt, avec attention et qui peut permettre de changer les choses. mmh, Mais finalement, le droit, c'est ce qu'on en fait. ouais, Mais tu dis les avocats et également les magistrats. ouais, Parce que ceux qui font le droit plus encore que les avocats sont les magistrats qui rendent des décisions de justice. Et d'accord. donc c'est important effectivement, et ce serait bien que la magistrature, elle soit plus diverse. Et là, pour le D'accord. coup, on en est Là, c'est encore plus loin. compliqué, Là, on en est encore loin. c'est parce que le Ouais, processus de sélection est plus compliqué pour être magistrat ou? je pense qu'il y a des barrières culturelles à franchir. Et donc Ouais, maintenant, effectivement, il y a des jeunes qui ont franchi ces barrières culturelles pour devenir avocats, peut-être moins pour devenir magistrat. Et d'accord. je pense que c'est un problème plus, d'autocensure, qu'autre chose. Et là, j'avais parlé de certaines figures comme, Vergès ou Gisèle Halimi. Toi, tu étais plus Gisèle Halimi. Mais est-ce qu'il y a d'autres figures d'avocats qui t'ont donné envie, qui t'ont inspiré, Alors moi, la grande figure, de référence pour moi, c'est Henri Torres, Je un avocat qui est malheureusement un peu oublié aujourd'hui. je connais pas du tout. Badinter, qui l'a connu, en parle dans ses bouquins. Henri Torres, c'était, notamment le procès des pogroms. Pour moi, ça, c'est le modèle du procès. Il a défendu un ouvrier juif anarchiste, Sholem Schwarzbart, qui avait, tué de 2 balles l'ataman Petliura, qui était le responsable de pogroms en D'accord. Ukraine, et il a obtenu son acquittement. OK. Et ça, c'est alors maintenant, ça serait plus possible Ah parce ouais? que depuis 1941, on a une réforme de la cour d'assises qui fait que maintenant, avant 1941, c'était les jurés seuls qui débattaient la culpabilité. Donc on OK. pouvait avoir des acquittements, très surprenants qui ne pourraient plus exister maintenant. Depuis 1941, les juges professionnels et les jurés délibèrent ensemble. C'est comme aux États-Unis ça, avant Non, 41? non, ça a rien à voir avec les États-Unis, on a un système totalement différent des États-Unis. Le Même problème, avant c'est non mais 41, je veux dire les jurés qui non, non, décident mais le seuls? problème, c'est qu'on a la vision des séries américaines OK, et ouais. donc on va plaquer sur le système français, des réalités américaines, donc enfin, pas comparer avec les États-Unis, ça a apparemment de sens. Et Ouais. donc là, dans ce procès, Torres a été tout à fait extraordinaire. Hein? Il avait à un moment renoncé à faire citer toute une série de témoins qui étaient venus, pour certains d'Amérique, et il avait dit, en plaidant: «Si vous n'acquittez pas Schwarzbart, je ne reviendrai jamais à cette barre». Il s'était exprimé ainsi devant les C'est jurés du parisiens et il avait obtenu, l'acquittement, alors même que Schwarzbart avait tiré 2 balles, sur, Petliura, et Torres l'avait expliqué en disant: «Il ne voulait pas le voir souffrir, c'est pour ça qu'il l'a achevé». Ah ouais, d'accord. Et ça avait fonctionné. Et donc ce procès-là, est pour moi vraiment un modèle, et Torres, dans cette dimension, d'avocat pénaliste total et en même temps qui porte une voix, qui porte une cause, est une référence majeure. Donc là, D'accord, mais voilà. je connais pas du tout. Je sais pas si dans le chat ils connaissaient cette personne. Je vais me renseigner parce que ça a l'air quand même passionnant comme histoire. Et donc là, on m'a beaucoup, pour l'instant, on a centré un peu sur là ton parcours droit. Et je me disais niveau politique parce que au final, tu es très politisé. Tu viens de dire que tu as pas grandi dans une famille forcément politisée. Donc qu'est-ce qui ça a été quoi ta politisation? Et donc qu'est-ce que ça a été ta politisation et comment ça se fait? Quel a été le processus qui a fait que tu t'es rapproché de l'antiracisme? Alors déjà, je suis né à Limoges, j'ai grandi donc à Limoges, et là, le Limousin, pour ceux qui connaissent, c'est, très particulier sur le plan politique. Parce qu'il y a c'est une région rurale évidemment, mais il y a un ancrage à gauche et un ancrage contestataire extrêmement important. C'est D'accord. par exemple, la région où il y a eu le plus de résistance en France, avec la grande figure de Georges Guingouin. Donc j'ai grandi dans ce milieu-là à Limoges, qui était un milieu effectivement
pas forcément le milieu familial, mais le milieu amical ou alentour qui était assez politisé. Puis bon, je sais pas, je me suis intéressé aux choses. C'est vrai qu'à l'époque, donc à la fin du règne de Giscard, après l'élection de Mitterrand, tout le monde était politisé. Ouais, C'est-à-dire qu'on avait une relation à la politique qu'on est peut-être en train de retrouver maintenant. Il y avait des clivages forts. ouais. Effectivement, je me souviens, le 11 mai 81 au matin, donc le lendemain de l'élection de François Mitterrand, j'étais au collège, et là on voyait tout de suite qui était de gauche, qui était de droite. D'accord, Il y en avait OK. qui riaient, il y en avait qui pleuraient. Ah oui, ah ouais, carrément. Vraiment, carrément, Ah, carrément. d'accord. Et donc voilà, donc du coup, tout le monde était plus politisé. Donc le fait d'être C'était plus naturel politisé, à l'époque? voilà, à l'endroit où j'étais, au moment où j'y étais, n'avait rien d'extraordinaire. Ouais. Et sur l'antiracisme, c'est quoi? C'est en venant sur Paris? C'est parce que, il faut quand même noter que Ouais. alors il y a peut-être des gens qui te découvrent aujourd'hui dans cette vidéo ou qui t'ont vu aussi à PDH, sur l'université d'été, sur, ton intervention. Sauf que ça fait des années que tu es, proche de certaines organisations, antiracistes. Alors pas partisan, mais que tu gravites autour de Mmh. l'antiracisme. On va en parler après, Ouria Boutedja, mais il y a aussi la Voix des Roms. Mmh. C'est quoi? C'est parce que, ils sont venus te voir pour défendre dans les affaires ou c'est toi, tu es aussi allé les voir parce que Non, c'était mais des moi, dès le départ, depuis, ouais, depuis jeune, la question du racisme, à la fois en raison de mon histoire familiale et pour toute série de raisons, m'a paru essentielle. Et donc c'est vrai que j'ai décidé de consacrer, une bonne partie de mon temps et de mon énergie à ce combat contre le racisme. Après, c'est pas le seul que je mène, hein. mmh. Je mène des combats comme avocat pénaliste, il Oui, m'arrive sur les d'aller mouvements non, mais sociaux, voilà, sur, il m'arrive d'aller au prud'homme pour défendre des salariés licenciés. mmh. Donc c'est pas le même. Il m'a semblé qu'à un moment, dans la société française, dans les années 80 et plus encore après, la question raciale, la question du racisme était quelque chose d'essentiel, qui avait été longtemps mis sous le boisseau et qu'il fallait, faire sortir cette Mmh. question-là, enfin dévoiler au grand jour le racisme structurel de la société française. Et voilà, bah, j'ai essayé d'y Mmh. contribuer. Mais d'ailleurs, il faut Ouais. noter que tu as défendu sûrement l'une des personnes les moins défendables de France et surtout dans les années 2000 quoi. Je veux dire les gens aujourd'hui, mais dans les années 2000, Ouria Boutedja. Oui, C'est oui, j'ai ça? défendu C'était Auria sur quel, effectivement. Bah, alors là, c'est, une histoire qui était assez, je trouvais assez amusante. Tout partait d'une question de tiret, et le tiret est un signe de ponctuation fascinant, qui est, très, je dirais sous-évalué, parce qu'il y a plusieurs sortes de tirets. ouais, Comme tu le sais, Wissam, hein, il y a le double tiret, le triple tiret. Alors, j'entre pas sur la distinction entre tiret et trait d'union. ouais, Et par exemple, dans le titre de l'émission, tu as parlé d'antiziganisme oui, et tu as commis une grosse erreur. Là, je dois te le dire, tu as mis un tiret. ah, faut Et pas pourquoi est-ce que c'est une erreur de mettre un tiret? je sais pas. Eh ben parce que si on dit anti-tsiganisme, ça voudrait dire qu'il y aurait un tsiganisme et qu'il y aurait un courant idéologique opposé qui serait l'anti-tsiganisme. Or non. Il n'y a D'accord. pas un tsiganisme et un antiziganisme, il y a juste un racisme qui, l'antiziganisme, comme l'antisémitisme, comme l'islamophobie, comme la négrophobie, comme tous les types de racisme qui existent, va frapper une certaine population. Ben, l'histoire d'Ouria, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'Ouria a Je parlé... rigole parce que je sais c'est quoi le sujet et donc voilà, c'est Ouria a parlé des... C'était en 2007, me ouais, je semble-t-il, de crois, ouais. mémoire. Ouais. C'est vieux, je suis plus toute jeune, donc je ne garantis pas la date. Toujours est-il, Ouria avait parlé à la télévision des sous-chiens en disant il faut éduquer les blancs, la reste de la société, les sous-chiens, pour leur expliquer ce que c'est que l'esclavage, la colonisation. Et l'extrait était passé relativement inaperçu jusqu'à ce que Alain Finkielkraut, qu'on ne Ouais. présente plus, déclare sur France Culture, me semble-t-il, la France entière a entendu le tirer. Et donc Il a dit là, ah mais il a ben, dit ça? La France entière a entendu et le tiret. moi, j'avais plaidé à Toulouse en disant, Monsieur Finkielkraut est un enfant d'immigrés extrêmement bien intégré, puisque Jeanne d'Arc entendait des voix, Monsieur Finkielkraut, il entend des tirets. Et donc effectivement, on a un vrai Elle est pas débat, mal. sémantique linguistique, parce que si on a sous-chien en 2 mots, ça peut être vu comme une insulte, L'insulte, oui, donc moins qu'un sous-chien. chien. Oui. Alors après, on a été chercher assez loin, on avait été chercher underdog et montrer qu'en anglais underdog, ça ne veut pas dire sous-chien, ça veut dire autre chose. Oh. Et donc après, l'idée, c'est que, alors comment est-ce qu'on entend des tirets, ça, Monsieur Finkielkraut, Mmh. qu'on avait fait citer au procès, n'est pas venu, donc il n'a pas pu nous Ah oui, il est expliquer pas venu, non, d'accord. il n'a pas pu. Après, Il avait honte de j'ai retrouvé dans d'autres procès après, mais il n'est pas venu là. Voilà. Bref, et donc du coup, tirer ou pas tirer, et donc on s'est battu là-dessus. On a gagné en première instance à Toulouse.
on a gagné en appel à Toulouse, Parce qu'il allait faire. on a gagné devant la Cour de cassation. Ah oui, il a persévéré, le Ouais. gars. Et donc là, face à ça, c'était la Griffe qui nous avait attaqué. C'est pas Finkielkraut qui nous avait attaqué, c'était la Griffe, donc une association d'extrême droite, Ok. Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française. En gros, c'est des catholiques intégristes d'extrême Ok. droite. Et ce que tu connais bien, Ouria, Oui. eh bien, il faudrait que tu lui fasses passer un message et que tu lui dises que donc on a gagné, elle le sait, on a Oui. gagné ce procès en première instance, on appelle en cassation, et depuis, je n'ai plus entendu Ouria utiliser le mot soutien, alors que Elle a la le droit. justice a validé cet usage. On a même réussi à montrer que Jean-Louis Borloo avait utilisé le mot soutien. Mais il y a On a F fait de appel souche. à des linguistes. Moi, je me souviens avoir expliqué au tribunal que les Autrichiens ne marchaient pas à quatre pattes et que les sous-chiens, c'était les gens qui étaient de souche. Bon, on a fait toute une démonstration qui était quand même assez imparable, me semble-t-il. Et donc, s'il te plaît, Wissam, fais passer le message à Ouria d'utiliser le mot soutien. Faut Utiliser le mot soutien, la Cour de cassation vous y autorise. Oui, t'as pas travaillé pour rien, quoi. Maintenant, avec Voilà, elle a le c'est ça. droit, tu peux le C'est ça. faire. Et tu l'avais aussi défendu avec une autre affaire aussi, c'était Oui, la j'ai défendu également Ouria dans une la affaire contre la FDJ? Ligue de défense juive. Là, c'est moins Et rigolo, j'ai envie de dire. c'est moins rigolo, effectivement. Et la Ligue de défense juive, enfin, les personnes de la LDJ ont été condamnées, voilà, comme. Ouais, c'était parce qu'elle avait été agressée, Oui, on se il y a rappelle, eu une agression, ouais. et toi, ça t'avait pas à l'époque, ça te posait pas de problème de défendre Roya, quoi? C'était, toi et en plus, est-ce que tu te disais pas: «Je défends une facho»? Juste, Ah non, 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 j'avais bien compris dès le début que Ouria était une militante antiraciste. Moi, j'étais tout à fait content de la défendre et je trouvais que le procès était intéressant par toutes ses connotations linguistiques et également par le fait que ça posait une question essentielle et sur laquelle on a tenu bon, mais on a fini par lâcher un petit peu, qui est celle du racisme anti-blanc. Parce qu'il y avait ouais. eu cette fameuse tribune en 2005 où on parlait de racisme anti-blanc dans le Nouvel Observateur, me semble-t-il. Et c'est vrai que, on a tenu cette ligne de crête avec le procès du Houria, avec le procès également de Nick Lafrance où j'avais défendu les 2 Saïd, Saïd Bouamama Oui, je et rappelle qu'ils avaient Saïdou. été, je veux dire, dans le pays de la Ils ont liberté été relaxés. d'expression. Ils ont été Ouais. relaxés également et le problème, c'est qu'en raison de l'action de la LICRA notamment et d'autres, organisations, maintenant, les tribunaux ont fini par admettre qu'il pouvait y avoir un racisme anti-blanc, Ah ouais? alors qu'on avait il y a des décisions D'accord. malheureusement qui existent dans ce sens-là, alors qu'on avait réussi vraiment à, faire reculer cette offensive et à bien démontrer sur le plan judiciaire qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Ce qui n'est pas évident, parce Mmh. qu'effectivement, on peut se dire la loi protège un groupe selon son origine raciale, nationale, religieuse, que sais-je, et donc si on protège les Noirs, pourquoi ne pas protéger les Oui. Blancs? C'est Dans pas, une enfin, logique un peu voilà, bon, c'est abstraite, pas, oui. non, mais c'est pas idiot, et donc il a fallu démonter ça, expliquer pourquoi c'était pas le cas. Ça a été fait, et c'est un combat qui a été gagné, mais le problème, c'est que toute victoire est provisoire, Ouais. et il faut toujours Il aurait fallu reprendre les solidifier. arguments. Bah, il faut continuer, il Bah, il y a eu aussi une il faut toujours. Alors après, il y a une forme d'assitude un petit peu, mais il faut oui. toujours remonter au front, et voilà. Mais justement sur le truc de lassitude, tout ça, en fait, j'ai aussi l'impression que beaucoup à gauche, il y a, en fait, quand il y a des procès et tout, c'est beaucoup, bah, dans la défense. On est attaqué, il y a quelqu'un qui porte plainte contre nous, est-ce que tu penses que parfois, nous, on devrait être offensif et porter plainte contre telle personne, ou c'est quelque chose qui, vu le rapport de force, paraît très compliqué à gagner et c'est peut-être pas une stratégie, Alors moi, audacieux? je le fais régulièrement de porter plainte Ouais, contre des personnalités publiques au nom d'associations ou de personnes qui me demandent de le faire. J'ai porté plainte, par exemple, contre la plupart des ministres de l'Intérieur qui se sont succédés depuis Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur il y a plus de 20 ans. Pas tous, il y en a quelques-uns qui m'ont échappé, mais j'ai porté plainte contre la plupart de ces ministres. Évidemment, il n'y a ouais. jamais eu de condamnation. Mais je pense que c'est important parce qu'il y a un usage stratégique du droit. C'est-à-dire qu'on peut mener des procès parce qu'on veut les gagner, mais on peut aussi mener des procès ou déposer plainte. Par exemple, je l'ai fait souvent dans la Cour de justice de la République, qui est habilitée à juger les ministres en exercice, pour simplement montrer quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de montrer ce racisme, de montrer qu'il y a, moi, ce que j'appelle une délinquance ministérielle, et j'ai lancé un mot d'ordre que je veux relancer Ouais. encore ce soir, tolérance zéro pour la délinquance ministérielle. Et je constate avec l'affaire Sarkozy que les juges ont fini par prendre ce mot d'ordre que je pensais lancer en vain. Ils ont fini par le prendre au sérieux, puisque là, on a quand Ouais. même une tolérance zéro pour la délinquance présidentielle. C'est une bonne nouvelle.
Et Euh, donc, pour répondre à ta question, oui, je pense qu'il faut effectivement s'emparer du droit, il faut porter plainte, mais il faut avoir une vision stratégique. parce- Parce que c'est vrai que de façon stratégique, lorsqu'on est en défense, notamment dans les procès en diffamation, on est avantagé, puisque c'est l'accusation qui doit apporter la preuve. on Donc l'a dit, on est un ouais. peu comme si on est sur un champ de bataille, sur une colline où on est retranché, on a l'avantage de la position. Donc Ouais. effectivement, ça peut être intéressant d'avoir cet avantage de position, et c'est vrai qu'il ne faut pas porter plainte en diffamation n'importe quoi, n'importe Bah comment, ouais. parce qu'on peut se faire avoir. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'il y a des contentieux qu'on peut mener, même si on sait qu'on ne va pas les gagner, mais dans un but un petit peu de lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'on va Ouais. lancer une alerte et on va poser une question par ce contentieux. Donc il y a une série vraiment C'est plus d'usages politique. stratégiques du Ouais. droit, Ouais, non ok. mais politique et Ouais. stratégique, qu'on soit poursuivi, qu'on soit en défense ou qu'on veuille lancer des procédures, parce que malgré tout, il faut rappeler que ces principes du droit sont des principes universels et qu'il faut simplement les appliquer dans toute leur rigueur et demander. Finalement, moi, j'avais pas l'impression au départ d'être spécialement radical. Mais quand on prend juste l'idée de dire tous les êtres humains sont égaux, Ça, c'est ou radical. voilà, où tous les types de racisme sont condamnables, et bien, si on prend ce principe et puis qu'on l'applique jusqu'au bout, et bien là, finalement, on finit. Alors, c'est un principe simple, plus ou moins admis par tout le monde. Enfin, quoi que maintenant, avec l'extrême droite, c'est pas évident. Ouais. Mais bon, enfin, en tout cas, un principe de droit admis par tout le monde. Et quand on le pousse jusqu'au bout dans toutes ses conséquences, Ouais. et ben, on se retrouve à être catalogué comme Comme radical ou radicalisé, ouais. alors qu'on est simplement logique et cohérent. Mais c'est vrai que en fait, cette question de porter plainte, moi, je t'avoue que, tu sais, par exemple, il y a eu des articles sur moi, il y a eu même des vidéos, genre, il y a Frontière qui a fait une vidéo de 50 Viens, minutes. viens me voir, Wissam, on va en parler. Oui, mais toi, tu penses que ça serait intéressant? Tu vois, moi, je disais, ah putain, ça me ferait chier de porter plainte contre ça parce que de toute façon, moi, je suis en mode, mais je vais pas gagner. Après, c'est vrai que peut-être le truc, de stratégie politique, de stratégie de médiatisation d'un certain problème, ça peut être intéressant. C'est vrai que cet angle-là. Alors, enfin, faudrait voir exactement les vidéos dont tu me parles. Je vois ce qu'est Frontières, effectivement. Bref, bon. Et Non, mais je pense à ce cas-là, mais mais je pense à d'autres cas, tu vois. bien sûr. Mais déjà, je pense que dans ce type de procès, il faudrait avoir une chance raisonnable de le gagner. Donc Ouais, déjà, il faudrait faire une analyse proprement juridique, lexicale, pour voir les termes qui sont utilisés, pour voir si on peut gagner par rapport aux catégories du droit de la presse, de la ouais, diffamation, de l'injure, etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut se demander, est-ce que stratégiquement, ça vaut la peine de le faire? voilà, C'est-à-dire c'est quel est ça. le message qu'on veut faire passer? Si c'est juste dire Wissam a été atteint dans son ego, il n'est pas content. Bon, ça se conçoit, mais Oui, c'est oui, mais pas un oui, je message suis très d'accord. fort. Voilà, c'est pas un message très fort. Et donc, il faut avoir vraiment cette Ouais, dimension, je dirais monter en stratégique, généralité. politique et idéologique en même temps. Ouais. Et mais il y a là aussi où moi je suis un petit peu sceptique, c'est, quand tu dis: «Est-ce qu'on peut avoir des chances raisonnables de le gagner sur le terrain du droit?» Et parfois j'ai l'impression que, on fait comme si le droit était totalement neutre et je me dis: «Mais peut-être que ça devient de plus en plus difficile de gagner sur le terrain du droit, vu le rapport de force qui est à l'avantage des fachos». Tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais Ou pour toi c'est complètement. il faut comprendre ce que c'est que le droit. Le droit, c'est un ensemble de normes qui est mise en œuvre par des juges. Donc on a différentes théories du droit, Ouais, des théories comme celle de Kelsen qui vont mettre l'aspect sur l'aspect pyramidal et hiérarchique du droit. Après on a des théories comme les penseurs réalistes américains par exemple qui vont nous dire, comme Holmes, pas Sherlock Holmes, Oliver Wendell Holmes, qui va nous dire le droit c'est ce que jugent les juges. Et donc finalement c'est ça, on faut se demander qu'est-ce que les juges vont pouvoir décider. Donc il faut comprendre un petit peu la façon de fonctionner des juges, voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, mais il faut aussi faire évoluer la jurisprudence et se rendre compte que nous sommes dans une société où le droit a une place centrale. ouais. Et donc, avoir des victoires juridiques, ça peut aider à modifier le champ social. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que c'est aussi un vecteur pour faire passer un message. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire passer un message, de faire passer des revendications par ce canal judiciaire. Et le fait d'arriver à faire entendre une voix ou à poser un problème, même si concrètement on n'arrive pas à gagner le procès, ça peut être une Mmh. victoire stratégique. C'est Mmh. ça que j'entends par l'usage stratégique du contentieux. C'est pas forcément toujours chercher à avoir de bonnes jurisprudences. Mmh. Il y a quelqu'un qui demande: «Est-ce que l'invité serait OK pour que certains procès soient filmés?» Ah oui,
Oui, oui, moi je pense que le fait que les procès soient faits. Alors déjà, c'est possible, hein, c'est possible. C'est-à-dire que si on veut qu'un procès soit filmé, il faut en faire la demande au moins 2 mois à l'avance au ministère de la Justice. Il faut que ce soit une boîte de production qui le fasse. Et je pense que ça serait une bonne chose que des procès soient filmés, puisque ça laisse des traces. Après, le problème, c'est la façon dont les images peuvent être utilisées. C'est-à-dire, il faut contrôler, il faudrait que le procès soit diffusé dans sa totalité, Ouais. ou alors qu'on prenne Oui, des extraits le qui soient montage choisis, voilà, est politique. le cadrage, le Oui, montage. Il y a toute une série de facteurs techniques qui peuvent influencer dessus. Donc moi, je suis d'accord sur le principe, mais il faut faire très mais attention techniquement, sur les c'est modalités techniques, ouais. d'accord. D'ailleurs, il y a, certains de mes procès pour lesquels j'ai bien envie de demander, que les procès soient filmés. Je ne sais pas si ce sera le cas, par exemple, pour un procès que je vais avoir à Limoges, dans ma ville de naissance, sur la question écologique, où on a des personnes qui sont poursuivies, pour avoir enfin, qui sont censées, qui sont soupçonnées, et bien à tort, d'avoir saboté des antennes, de télévision ou des antennes de téléphonie mobile. Et je pense que dans ce procès, moi, j'ai envie de poser la question écologique, Mmh. et je pense que ça pourrait être intéressant qu'un procès comme ça soit filmé. Il y a quelqu'un qui demande: «Mais c'est quoi le but d'interdire aux journalistes de les filmer déjà?» Alors ça a commencé dans les années 50. C'était, il me semble, c'était l'affaire d'empoisonneuse de Loudun. Toujours est-il, c'était dans les années 50, un crime sensationnel où la télévision naissante était arrivée avec des Ouais. caméras, des journalistes, tout le monde filmait et ça avait créé un énorme bordel. Donc du coup, on a interdit Mmh. de filmer les procès et donc cette interdiction est quand même relativement récente. On va dire les caméras aussi sont relativement récentes par rapport à la justice et ça a duré jusqu'aux années 80 ou 90 où Badinter a fait voter une loi pour permettre que des procès historiques, comme celui de Klaus Barbie, par exemple, que l'on a Mmh. fait référence, puissent être enregistrés pour que les historiens de l'avenir puissent avoir Mmh. accès à ces procès. Donc il faut effectivement avoir. Enfin, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse filmer les procès. Bah, oui, bah, après c'est vrai qu'il y a aussi des questions qui se posent sur la médiatisation de certains Mm. procès et qui peuvent jouer aussi sur le jugement de, j'imagine sur le jugement de, bah, sur la conclusion finale d'un jugement. Après moi je maîtrise pas assez le sujet pour avoir un avis. Il y a aussi une question là qui m'est venue en tête, mais je sais pas si toi tu as un avis ou tu as une position sur ça. On a souvent l'idée que, la police est au service de la justice. Et il y a Foucault qui avait renversé un peu la chose en disant: «Non, c'est le contraire. C'est la justice qui est au service de la police et qui permet à la police de faire son travail». Tu as un avis sur ce débat-là? Oui, alors je partage totalement le point de vue de Foucault et effectivement de ses héritiers qui ont développé ça. Effectivement, ce qui est central dans ce système, c'est la police. Et la justice, elle, est au service de la police. Et c'est pour cette raison-là qu'on a autant de mal à faire reconnaître, les violences policières. Ouais, C'est pour des raisons d'accord. structurelles, qui sont pas c'est-à-dire qu'on a sans doute, des magistrats qui sont des gens tout à fait honnêtes, désireux d'appliquer les principes du droit et qui pourraient, être amenés à condamner un policier. Mais le problème, très concrètement, quand on est, procureur, quand on est juge d'instruction, qu'on ordonne une mesure d'enquête, qu'on délivre une commission rogatoire, qu'on est juge d'instruction, bah, qui va mettre en œuvre cette, procédure? C'est la police ou la gendarmerie. Et donc c'est-à-dire que, même là, en matière pénale, la justice pour exister, elle a besoin de la police très concrètement. Ouais. Et donc à partir de là, et ben, ça pose un problème. Effectivement, conceptuellement, je pense que dans le système dans lequel on est et là Foucault a eu une intuition, très forte et fondamentalement juste à mon avis, la police est centrale et la justice, Ouais. est à son service. Il y a quelqu'un qui dit: «La justice est au service des dominants. La justice est bourgeoise. Faut pas croire qu'on Oui. va renverser le capitalisme avec leurs propres outils». Ça, tu as déjà un peu répondu un peu Alors au oui, début, non, non, mais alors oui, j'ai un peu répondu à ça, mais effectivement, il y a une part de vérité là-dedans. C'est-à-dire que, moi je l'ai vu, certains gauchistes, qui, tout en ayant des proclamations très fortes de leur identité politique, attendaient qu'une décision de justice prononce la fin du capitalisme ou que voilà. Alors effectivement, si on attend ça de la justice, ça, on sera déçu, Oui, oui, ça évidemment. risque Bah, pas d'arriver. évidemment, c'est un outil qui reste quand même limité, voilà, donc Mais, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est aussi le droit, c'est parce que là, tu parles de tu as dit que c'était une arme que nous, on pouvait mmh, utiliser, bien mais sûr. aujourd'hui, majoritairement, ça a l'air d'être surtout l'arme des puissants et qui est surtout servie comme répression, notamment sur les mouvements politiques. Parce que comme tu l'as dit, tu n'es pas seulement, l'avocat sur le Tiens, racisme. Oh, prends merci beaucoup. Attends, je bois comme ça. ouais, prends.
Prends un petit peu d'eau, Wissam, parce que tu parles beaucoup. Ouais. Je voudrais pas que tu te Tu parles déshydrates. plus que. C'est gentil. Vous avez vu, l'invité, il prend soin de moi, hein. C'est une technique Non, d'avocat. moi j'ai l'habitude, c'est mon métier. Quand je me suis rendu compte quand j'étais petit qu'on peut gagner sa vie en parlant, je me suis dit ouf, je suis sauvé. Ah Ah bah c'est ce que je fais aussi maintenant. On a le même métier. Mais oui, c'est le droit comme une arme de répression. Et notamment, moi j'ai l'impression que là, le droit sert surtout à mater les mouvements sociaux. Et on le voit avec l'intimidation, et même plus que l'intimidation, la poursuite judiciaire de militants politiques. Alors, il y a aussi, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais la poursuite des musulmans, les perquisitions, etc. Mais aussi une grave répression des militants politiques, que ce soit, on a vu avec les militants pro-palestiniens, même avec des syndicalistes CGT qui étaient pro-palestiniens, même des militants écolos, et petit à petit, même l'antifasciste, on l'a vu avec la dissolution de la Jeune Garde. Donc, est-ce que le droit nous a pas échappé un petit peu des mains? Alors fondamentalement, ce qui a rythmé les mouvements sociaux, c'est pas le droit, c'est les matraques et les LBD 40. Non mais ça, il faut le dire Oui, oui, clairement, oui, oui, hein, oui. c'est la violence Plus sur le directement, terrain oui. qui a réprimé les mouvements sociaux, qui réprime les quartiers populaires depuis des décennies. Le droit n'intervient dans un second temps. Ça, c'est la première chose. Alors effectivement, il y a eu, lors des gilets jaunes, effectivement une répression judiciaire forte. Effectivement, où on envoyait en prison des manifestants et le mouvement a été cassé aussi comme ça. Mais le fait qu'il y ait cet usage du droit et des tribunaux ne doit pas nous empêcher, nous, de nous battre sur ce terrain-là. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut se battre sur ce terrain-là également. Il ne faut pas Mmh. abandonner ce terrain-là. Mmh. C'est-à-dire, c'est comme si on disait les médias sont pourris, ils sont aux mains de milliardaires d'extrême droite, ce qui est exact. Et donc on disait, bah, laissons tomber le combat médiatique, n'intervenons plus dans les Ouais. médias puisqu'ils sont pourris Ouais. au service de la classe dominante. Ouais. Ben là, c'est pareil. On Ouais. a des champs où on peut se battre et il faut utiliser tous les moyens qu'on a à sa disposition. Et je ne vois pas, sinon en raison d'une interprétation erronée d'une théorie marxiste elle-même bancale sur ce point, pourquoi on devrait Mmh. écarter la justice, le droit, nos moyens d'action. Mmh. Alors je ne dis pas que c'est le seul, je ne dis pas que c'est le plus fondamental, je ne dis pas qu'on arrivera à tous nos objectifs politiques en passant par le droit. Mmh. Et même, je pense que le droit a besoin, par exemple, pour la discrimination, on a tendance à dire, quand il y a une discrimination, il faut porter plainte. Ouais. On a raison. Et on a l'impression qu'il suffit de porter plainte. Alors que non, il faudrait qu'il y ait un mouvement social qui dénonce les discriminations en même temps Ça doit qu'on être porte plainte. accompagné C'est-à-dire d'un. qu'il faut, le droit est vraiment, et l'arme judiciaire est vraiment utile quand elle est accompagnée par un mouvement social, quand elle est au service d'un mouvement social, quand les deux arrivent à s'épauler mutuellement. Ouais. Oui, il faut pas fétichiser le droit et croire Non, que de lui-même, ça réglera la chose. bien sûr que Mais non. parce que je t'avoue que parfois, en termes de droit et en termes de justice, surtout quand tu es un militant antiraciste, tu déprimes. Parce que vraiment, par exemple, en termes d'islamophobie, le droit, et on va en parler aussi en termes d'antiziganisme, le droit a l'air d'être totalement en opposition, totalement en contradiction avec les combats Ouais. antiracistes, et que c'est même l'arme qui est utilisée pour tout interdire. Tu vois. Non, mais c'est intéressant que tu parles de l'islamophobie. Il se trouve que j'ai été pendant un certain nombre d'années un des avocats du CCIF et Ouais, on a beaucoup travaillé ça a été hein, un sur exemple, le hein. plan théorique et pratique avec les juristes du CCIF, et notamment Lila, que je salue, sur ces questions-là, sur la façon dont on utilise le droit. Effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'il est en train de se mettre en place un statut du musulman. Ouais. C'est-à-dire que toutes les chartes de la laïcité, les définitions de la nouvelle laïcité visent simplement à doter les musulmans en France d'un statut d'exception. Et ce mécanisme-là, c'est évidemment un mécanisme politique d'exclusion, mais qui se traduit dans le droit. Donc il faut aussi le combattre par le droit. Alors, c'est vrai qu'il y a des batailles qui ont été perdues sur ce plan-là, Bah, mais il faut CCIF. absolument, non, mais il faut absolument dénoncer ça de façon politique et de façon juridique. Et dans ce cadre-là, ce statut du musulman qui est en train d'émerger, la dimension juridique est absolument essentielle. Mmh. Ouais, et hijabeuse aussi. Donc pour toi, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a connu des défaites, mais c'est pas perdu. Il y a encore on peut encore conquérir des victoires.
Il y a des défaites, il y a des victoires. Après, c'est sûr que, évidemment, l'état du droit, il dépend aussi de l'état de la société. Il y a Mmh. un aller-retour Oui, constant. c'est pas Les de juges, ils sont, dans une société et effectivement, quand il y a des préjugés, qui courent, bah, effectivement, oui, les juges ne sont ouais, pas j'imagine que à l'abri de ces préjugés. bien sûr. Bon, évidemment, en plus, les juges, viennent assez rarement des quartiers populaires. Oui, Peut-être quand on aura plus de juges de qui quartier viennent des populaire. quartiers populaires, ça se passera mieux. Ouais. Et encore, il faudrait pas non plus dire ça, Ouais. ça serait pas forcément gagné non plus à 100, mais bon. Il y a quelqu'un qui demande: «Tu penses quoi d'une des propositions de Mélenchon de placer la police judiciaire sous une tutelle du ministère de la Justice au lieu du ministère de l'Intérieur?» Ça me paraît une bonne idée sur le principe. Alors j'ai pas vu la, proposition de manière détaillée, mais en tout cas, ça peut être une bonne idée. Ouais. Ça peut être une bonne Après le problème, c'est que c'est la même police, qui va, faire la police judiciaire et la police administrative. En tout cas, ce qui est sûr en termes d'organisation administrative, c'est qu'il faut casser le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, là, depuis 10 ou 15 ans, a pris, par exemple, tout ce qui concerne l'immigration, Oui. a été regroupé via le subterfuge, le ministère de l'identité nationale, ça a été regroupé au sein du ministère de l'Intérieur. Hein, on a dépouillé le ministère des Affaires sociales, le Quai d'Orsay, etc. Le ministère de l'Intérieur a également repris le contrôle sur les forces de gendarmerie, qui sont des militaires qui avant dépendaient de la défense. Donc là, effectivement, on a un super ministère qui fait qu'en fait, le ministre de l'Intérieur, et c'est pour ça qu'on s'attache, on en fait une petite repoussoir, on s'attache à le Ouais. combattre, a un poids essentiel. Et le ministère de l'Intérieur est le ministère qui règle, qui régit toute la vie sociale. Donc Ouais, là, oui. effectivement, ce ministère-là, c'est plus en ces termes-là, je pense qu'il faudrait poser le problème de segmenter ce ministère de l'Intérieur qui est trop concentré, trop puissant. C'est également le cas à Paris, où la préfecture de police, qui a des pouvoirs absolument exorbitants et depuis très longtemps. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de débats en ce moment sur, l'indépendance de la justice et le fait que certains trouvent qu'il y a une menace de cette indépendance. Est-ce que toi, tu partages cette inquiétude et est-ce que chez les avocats, il y a aussi cette inquiétude? Alors, c'est une inquiétude qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Parce que la justice est indépendante dans le principe. Bon, après, J'ai fait est-ce que ouais, le bon, silence. après, est-ce qu'elle l'est toujours? Est-ce que les juges sont toujours bon, ça je sais pas, je ne sais pas. Toujours est-il, je pense quand même que globalement, la justice est plus indépendante qu'elle était il y a quelques décennies. Ah ouais? C'est-à-dire que depuis les années 90, on a des grands patrons, des hommes politiques qui sont poursuivis, qui sont incarcérés, comme Nicolas Sarkozy Ah ouais, aujourd'hui. tu as la Non, vision mais contraire de ce qui n'aurait c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision un petit peu long terme? historique, au moyen terme, on va dire, Ouais. et se rendre compte que, le mouvement, on va dire depuis 60 ans ou 80 ans, va plutôt globalement dans le bon sens quand même. Ouais. Et dans le fait qu'une certaine impunité, est en train de disparaître. Alors Ouais. c'est trop lent, mais je pense qu'il faut quand même et là j'ai déjà fait allusion 2 ou 3 fois, qu'on voit ce que symboliquement ça représente, le fait qu'un ancien chef d'État soit effectivement incarcéré. C'est C'est vrai la qu'on s'en rend pas 3e compte. fois dans l'histoire de France. On avait eu Ah Louis oui, XVI et le maréchal Pétain. ah oui, Et là, Nicolas Sarkozy sera le le 3e. 3e chef d'État de l'histoire de France à être incarcéré. Alors, je ne parle pas de Jean Lebon ou de François Ier qui ont été fait prisonnier par les ennemis. Non, je parle Ouais. d'être incarcéré par son propre peuple. Et ça, c'est quand même une nouveauté qui, sur le plan symbolique, est extrêmement importante. Et cette affaire Sarkozy, elle montre bien que la justice est capable d'indépendance, Les juges contrairement rouges. contrairement à ce que nous serinent les médias d'extrême droite qui, d'un coup, se rendent compte que l'indépendance de la justice, c'est important, que Oui. les infractions fourre-tout, c'est pas bien, Ouais. que l'exécution provisoire, c'est regrettable, Ouais. alors que c'est quand même beaucoup plus de la moitié des peines en France qui sont exécutées de façon provisoire, et que Sarkozy a eu droit à tous les raffinements de la justice, d'exercer toutes les voies de recours, alors que quand on est sans papier et qu'on passe en comparaison immédiate pour avoir volé une canette de bière ou un paquet de chips, Oui. les garanties qu'on a sont quand même très limitées. D'ailleurs, ça me fait. Donc, oui, oui, on a vu avec. Juste petit détail sur Sarkozy, parce que moi, parfois, il y a des décisions, de trucs, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que Sarkozy va dormir en prison? C'est sûr? Alors, déjà, moi, je ne commenterai pas le jugement, non, mais parce que je ne l'ai pas lu, parce que je ne connais pas le dossier, contrairement à tous ces éditorialistes qui n'ont aucune connaissance en matière juridique, qui n'ont pas de connaissance du dossier et qui vont de manière pontifiante donner un avis aussi Ouais. stupide que mal informé. Je ne commenterai pas le jugement, mais ce que je peux te dire, Wissam, avec ce que j'ai compris, et via les médias, c'est que oui, Nicolas Sarkozy
va effectivement dormir en prison. Est-ce D'accord. qu'il va y rester longtemps? Je ne sais pas. Ouais. Je ne m'en réjouis pas parce que je ne suis pas pour la prison par principe, mais quand même, il y a une petite satisfaction quand Ouais. même qui Il y a un peu à vient. côté chais. Ça fait ouais, quand même. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils nous embêtent, Nicolas Sarkozy. Et Mais donc, il ira effectivement en prison. Et je pense que le fait que les juges aient décidé que le mandat de dépôt aurait un effet différé a fait que finalement, comme ça n'est pas arrivé dans l'instant et qu'on vit dans cette instantanéité, ce présentisme, on se dit finalement ça ne va pas arriver. Ouais. Et, Bah, on est tellement dans le présentisme que quand il sera incarcéré dans quelques semaines, on va peut-être se demander pourquoi est-ce qu'il est incarcéré. Au fait, on aura oublié entre-temps. Oui. Mais oui, c'est quand même un événement qui est un événement majeur sur le plan symbolique et Ouais. il faut en prendre la mesure. Bah, c'est vrai que, en fait, d'un côté, je me disais, bordel, il a quand même fallu des accusations de ouf pour qu'il soit en prison, mais c'est quand même un truc de ouf. Il y a un ancien président qui est en prison, Enfin, euh, qui va y être. qui va être en prison. Et d'ailleurs, ça m'amène aussi cette question. Euh, Toi, le libertaire et avocat, est-ce que tu penses qu'il peut avoir une police humaine et une prison humaine? Et quels sont tes regards sur Ça, c'est une très bonne question. La prison humaine, je ne crois pas. Parce que le principe de l'enfermement est une torture en lui-même. Alors après, s'il rajoute toutes les tortures supplémentaires qui sont dues à l'état des prisons? déplorable des prisons, Oui, toi, tu parles déjà juste du principe d'enfermer. l'enfermement en Peu lui-même, importe c'est la ça, qualité d'enfermement. c'est ça, exactement. L'enfermement en lui-même est condamnable. La plupart des gens qui sont en prison, en tout cas une bonne partie, souffrent de troubles psychiatriques aigus. Personne n'est ressorti meilleur de la prison qu'il y est rentré, ou alors très peu de monde, ce sont des Ouais. exceptions. Donc la Malcolm prison ne X. sert à rien. Il y a peut-être, on a un taux d'incarcération qui est en augmentation constante. Ouais. On construit une nouvelle prison, ce qui fait qu'on va incarcérer encore plus. Et moi j'estime qu'au minimum 90% des gens qui sont en prison n'ont rien à y faire. Il y a Oh. peut-être quelques personnes dangereuses pour lesquelles il faut mettre en place une contrainte, parce qu'il y a des gens effectivement qui sont Ouais. extrêmement dangereux, mais Ouais. ça c'est C'est pas rarissime. la majorité Mais non, mais c'est de. rarissime. Ouais. C'est rarissime. Ouais. Et puis, Alors, on va me dire, est-ce que Nicolas Sarkozy a sa place en prison? Non, mais 95% des prisonniers français non plus. donc avant, on réglera le problème de Nicolas Sarkozy. Après, celui des autres, les exactement. 90%. Parce que c'est vrai que, je veux dire, la droite qui devient anticarcérale et tout. Et C'est sur la ça. police, tu penses que. Sur la police, D'ailleurs, je pense qu'il faut effectivement. Non, mais globalement, je suis qu'un abolitionniste par rapport au système Ouais. pénal, et je pense C'est que, plus- en tout cas, la police telle qu'elle est, n'est pas républicaine, et qu'il faut faire disparaître la police telle qu'elle est, c'est certain. Après, il faut quand même trouver des mécanismes de régulation, de résolution des conflits. Ouais, Il bien faut sûr. effectivement se poser la question de la criminalité qui existe dans toutes les sociétés. Donc effectivement, il y a des questions à poser, mais on peut envisager un droit qui ne soit pas étatique, qui soit différent. Ouais. Si j'avais du temps... Toi, c'est des choses qui t'intéressent. Tu Oui, viens un peu oui. sur ça, là, Si j'avais du temps, il faudrait que j'aille travailler là-dessus pour... Ouais. mais bon, il faudrait... je pourrais travailler là-dessus le jour où il y aura moins de délinquants poursuivis, de sans-papiers, de salariés licenciés. Ouais. Je pense qu'on Ouais. s'imagine pas le nombre d'affaires qu'il y a. Tu viens de parler des affaires dont tu t'occupes et, comme je l'ai dit au début d'émission, tu t'intéresses aussi beaucoup aux questions des Roms, des Gitans, des Tziganes, tout ce qu'on a assemblé sur la question de l'antiziganisme. Et donc, pour toi, l'intérêt qu'il y avait là-dedans, c'était le fait que personne n'en parle. C'est ça? C'est que c'était oublié, que c'est une cause un peu. Alors c'est vrai qu'on me catalogue souvent comme étant avocat spécialiste de l'antiziganisme ou des Roms, des Gitans, etc. Alors déjà, je tiens à dire que je ne suis absolument pas Ouais. spécialiste des Roms ou des Gitans, et au cours de leur histoire, ils ont eu à souffrir des spécialistes, donc je ne suis pas spécialiste Ouais. du tout, vraiment pas du tout. De l'antiziganisme, pas plus. En fait, je m'intéresse à toutes les formes de racisme, et donc effectivement, je combats toutes les formes de racisme, quelles qu'elles soient. Alors sauf le racisme anti-blanc, parce qu'il n'existe pas. Mais bon, évidemment. Donc, tu te combats tous les racismes. Voilà, je combats tous les racismes, exactement. Je combats tous les racismes. Je me suis rendu compte à un moment, effectivement, et ça remonte à 20 ans ou un peu plus, qu'il y avait un angle mort sur la question de l'antiziganisme. C'est-à-dire que le terme n'existait pas, ou même s'il avait été forgé, n'était pas employé. Et on ne se rendait pas compte, c'était du racisme, on parlait de misère, alors qu'on a un racisme qui est tellement fort qu'on a un statut spécial pour les gens du Il y a un voyage. C'est-à-dire, statut. D'accord. il y a un statut des gens du voyage qui D'accord. est un statut qui existe sur une base raciale et qui est
qui donne des droits et des devoirs différents aux personnes qui sont catégorisées gens du voyage. Donc à partir de là, cet élément, quand je m'en suis rendu compte, parce que je ne l'avais pas étudié dans mes études de droit, quand Ouais. c'est arrivé dans mon champ de perception, m'a semblé absolument monstrueux, et je me suis dit, il faut, au nom du principe d'égalité, en finir avec ce statut Ouais. spécial, ce qui permettra aussi, évidemment, aux personnes itinérantes de voyager comme elles l'entendent. Donc à partir de là, quand a été mis en place j'aime pas trop les acronymes, mais la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, donc ça a été mis en place en 2010, et j'avais été à l'époque le premier avocat à poser une question prioritaire de constitutionnalité, justement sur la question du statut des gens du voyage, et j'avais été naïf. Car je m'étais dit, on a cet nouvel outil qui est à notre disposition, depuis les avocats s'en sont emparés, mais à l'époque c'était tout nouveau, donc les gens n'avaient pas forcément tilté, et je me suis dit, on va mettre sur le tapis, la première affaire qui a été jugée, c'était par rapport à la cristallisation des pensions de retraite des anciens tirailleurs sénégalais. D'accord, ouais. Et donc, effectivement, ça a été jugé inconstitutionnel. Ah. Ça tombait bien, il n'en restait pas beaucoup, donc ça n'a pas Ouais. coûté trop cher aux caisses de l'État. Et donc, moi, je m'étais dit, dans cette lignée-là, on va poser la question des gens du voyage, et simplement en montrant d'un point de vue juridique, d'un point de vue humain, que c'est une aberration, que c'est une discrimination qui n'a pas de raison d'être, et la force de l'évidence va faire que le Conseil constitutionnel va le déclarer inconstitutionnel. Et ça n'a pas fonctionné. D'accord. Et là, j'ai compris quelque chose, j'ai pris une leçon très forte, et j'ai compris qu'en fait, une action judiciaire, quel que soit son bien fondé, alors que là, on avait tout ce qu'il fallait pour gagner, Ouais. si elle n'est pas accompagnée d'un mouvement d'opinion, C'est ça, s'il n'y a oui, pas un voilà. mouvement social, s'il n'y a pas un mouvement politique derrière, quand je dis politique, c'est au sens le plus large du terme, évidemment, eh bien, ça ne fonctionne pas. Oui. Ça ne fonctionne pas. Et là, je voudrais encore, puisqu'on parle des gens du voyage, il y avait à une époque, jusqu'en 2017, un quota de 3% dans les communes d'électeurs gens du voyage. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plus de 3% d'électeurs Ouais. gens du voyage. Absolument. Ça existait jusqu'en 2017, ça a été aboli, et quelques années avant, j'avais posé la question au Conseil constitutionnel en disant, mais comment est-il possible qu'il y ait ce quota? Et donc, quand on prend la décision, on voit au départ, Maître Braun pose la question de savoir pourquoi gna 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 gna, et à la fin, on me dit, tout ça est constitutionnel. Et est-ce que tu sais, Wissam, comment ils ont argumenté le fait que ce quota de 3% était constitutionnel? Alors qu'il est évidemment, même quand on n'a pas fait de droit, on conçoit bien que c'est totalement impossible. Tu sais comment ils ont argumenté? Ils ont qu'à s'installer, je sais pas. Eh bien, ils n'ont pas argumenté. Ah, ils ont rien dit. Ils n'ont pas argumenté parce que c'était ont eu- tellement impossible à défendre et argumenter D'accord. qu'ils ont dit de manière purement potestative c'est constitutionnel, Et puis c'est mais tout. sans donner l'ombre de l'amorce d'un raisonnement. Donc voilà. Donc, Bah, c'est et là donc où le on droit, voit que- c'est là qu'on voit les limites du droit. Voilà. Alors après, on a affaire à des gens qui ne sont pas des juges professionnels. J'y retourne mardi matin, donc il faut mardi après-midi. Il faut pas que. Faut Ça sera publié sur être mal YouTube vu. la C'est suite ça. après, Je vais t'inquiète pas. être mal vu là. Mais bon, bref, moi j'estime quand même que pour juger, c'est quand même bien d'avoir des gens qui ont des compétences juridiques. Ça ne peut pas faire de mal. Ils ont dit ils sont pas obligés d'argumenter. Ben, moi j'aurais tendance à dire que si. Mais comme il n'y a pas de recours contre des gens du Conseil constitutionnel, que pouvais-je faire? Oui, effectivement, oui. Mais alors, tu dis que tu n'es pas spécialiste, je suis d'accord avec toi, mais quand même, tu es quand même un peu engagé dans cette lutte. Il me semble Oui, que mais- tu avais accompagné aussi la Voix des Roms dans les années 2000. Tout à fait. Mais par exemple, il faut prendre en considération le fait qu'il y a des ressemblances structurelles. Par exemple, entre les aires d'accueil de gens du voyage et les résidences sociales où sont les travailleurs immigrés, D'accord. on a des règlements intérieurs, et on a, alors qu'on a des populations qui sont assez différentes dans leur mode de vie, leurs aspirations, on a des ressemblances structurelles, la façon dont ça fonctionne. Donc moi, pourquoi est-ce que je me suis autant intéressé à la question de l'antiziganisme, à la question des gens du voyage, etc. Eh bien, c'est parce que c'était, et c'est encore pour moi, un cas d'école. C'est-à-dire que tout ce qu'on dénonce en termes de processus de racialisation, en termes de droits discriminatoires, en termes d'un apartheid, d'un véritable apartheid juridique, ben là on le voit très clairement, et c'est resté longtemps caché. Ouais. Et donc c'est pour ça que je me suis investi là-dedans. C'est pas du tout pour être spécialiste de quoi que ce soit, c'est juste parce que c'était la pointe la plus effilée, la plus extrême du racisme. Et c'est vrai que dans l'histoire, quand on voit le traitement qui est infligé aux tziganes, ben souvent c'est quelque chose qui va être infligé au reste de la
société. Moi, Ouais. j'étais parti au départ de la question des sans-papiers. Hein, Ouais. C'était ça qui était. Je continue de défendre les sans-papiers, bien évidemment. Mais d'ailleurs, il y a Et ça, c'est pareil. Les sans-papiers, il y a un on a lien des avec gens qui ont. les. Bien sûr, on a des gens qui ont un statut en droit qui est différent. Donc, moi, ce que je combats, c'est je défends l'universalité du droit, l'universalité des droits, et je combats de manière absolument rigoureuse et implacable autant que possible l'existence de statuts différents pour des gens parce qu'ils sont gens du voyage, parce qu'ils sont sans papier, etc. Et là, j'ai vu une sorte de tendance chez certains magistrats à créer un petit statut pour les Roms, hein, Ouais. comme si. Et donc finalement, on arrive à avoir un statut racial. Ça se fait assez aisément. Et donc, effectivement, quand on prend l'histoire, quand on prend le statut des Juifs en 1940, quand on prend l'histoire de l'Algérie coloniale et le statut des indigènes, ben, on se dit que finalement, le surmoi des Juifs n'a pas tellement évolué et qu'on arrive très bien à leur dire, ben, les gens du voyage, ou les Roms, ou les musulmans, pourquoi pas, ils auront droit à ce statut. Donc voilà, donc c'est pour ça. Moi, Mmh. c'est pour ça que je me suis attaché à cette Ouais. question-là, Ouais. parce Ça qu'elle m'a soulevait plein de paru questions à la et. fois une question cachée, mais centrale pour Ouais. l'antiracisme. Ouais. Et les choses commencent À bouger. à bouger Ouais. timidement, mais ça commence à bouger. Euh, Et grâce à des gens comme toi, Wissam. Oh, c'est gentil. On va creuser un petit peu ce sujet. Juste, merci Vargy. Et juste, je fais une petite promo. N'hésitez pas les gens à soutenir la chaîne. Les Talki Oui Oui, c'est là où il y a le moins de dons parce qu'il y a moins d'interaction avec le public. Mais n'hésitez pas à donner. Sur les gens sur YouTube, il y a aussi le lien en Streamlabs et aussi Twitch et YouTube. N'hésitez pas à soutenir le Tipeee de Zawa Prod pour qu'on puisse continuer à avoir des émissions de cette qualité en termes de technique, de plateau, et que je puisse continuer à inviter aussi des invités de qualité. Merci beaucoup les gens. Et si je dis pas merci, désolé, mais je suis en émission en train de discuter. Merci beaucoup. Et c'est vrai que sur la question d'antiziganisme, Je vois une question sur le chat qui me paraît tout à fait intéressante, ouais, vas-y. qui me dit, enfin qui nous dit à Wissam et à moi, quelle instance pour contrôler les juges? Qu'est-ce que tu en penses, Wissam? Je suis trop perdu pour ça, pour avoir, mais c'est vrai que. Et ça, c'est une excellente question. Hein, qui va garder les gardiens Parce qu'on a ça un peu pour la police, enfin, entre C'est guillemets. ça. Oui. Il y a la police des polices. Non, non, bon. mais la question des juges. Ouais. Parce qu'effectivement, si on n'est pas content de la décision d'un juge, on va saisir un juge en appel ou en cassation. On va pourquoi pas saisir une juridiction internationale comme la Cour européenne des droits de l'homme. Mais à un moment, effectivement, les juges contrôlent les juges, mais ça reste des juges. Et donc, qui va contrôler les juges? Il faudrait un Ça, organe c'est une très bonne indépendant. question. Non, parce que ça sera encore un juge. En réalité, il faudrait reprendre à la théorie de Perelman sur la nouvelle rhétorique, se dire qu'en réalité, c'est l'opinion publique et c'est ce qu'il appelle la raison. C'est-à-dire qu'à un moment, les décisions des juges, elles doivent être soumises à débat. Mais pas un débat intelligent, hein, pas un débat comme Frontières ou comme Oui, le genre parce de que- médias. Non, mais elles doivent être soumises à un débat rationnel qui permette d'après ça bien fondé. Mais ça demande Mais ça, c'est non, mais risqué. ça demande que les gens aient un minimum de base en matière juridique. Ouais. Mais le risque, la contradiction que je te donnerais, et c'est le risque, que, selon le contexte socio-économique, socio-politique, l'opinion populaire est assez réactionnaire. Regarde par exemple sur la peine de Attention, mort. non, quand je dis, il ne s'agit pas de permettre un contrôle populaire sur les juges. Il s'agit de dire que ces décisions puissent être discutées D'accord. afin que la prochaine fois, les juges, c'est ça que je dis. D'accord. Et en retour réalité, critique, ça arrive. hmm. Ça arrive, hein, parce que si on prend par exemple, je ne sais pas moi, un exemple canonique, classique des luttes, l'avortement. Si on prend la répression de l'avortement, en 1941, la dernière faiseuse d'ange, entre guillemets, a été envoyée sur l'échafaud et décapitée. Ouais. Ouais. Quelques 30 ans après, 40 ans après, l'avortement est légalisé. Et entre-temps, la répression a beaucoup diminué. Ouais. Donc c'est ça que je veux dire par contrôle de l'opinion. C'est pas un contrôle formel, Oui, effectivement. d'accord, je vois. Et voilà. Donc c'est ça la réponse. Une réponse qui n'est pas très satisfaisante, mais c'est. Alors on me dit la doctrine. Pourquoi pas? Effectivement, la doctrine, les juristes peuvent donner leurs avis et critiquer les décisions des juges, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut que les décisions des juges, elles puissent être soumises Hmm. à un débat. Hmm. Et c'est pour ça que là, j'ai vu qu'il y a des confrères qui ont porté plainte contre Sarkozy parce qu'il a critiqué la décision de justice. Et moi, je ne m'associe pas du tout à cette démarche. J'estime que Sarkozy a parfaitement le droit de critiquer cette décision de justice. Oui, bah oui. Et moi, je me battrai pour qu'on ait le droit de critiquer les décisions de justice. Mais après, effectivement, autant le faire de façon argumentée. Le problème, c'est qu'à un moment, non mais où on est dans un débat rationnel, et on peut effectivement le faire dans une enceinte judiciaire ou de manière argumentative, où le débat quitte la sphère rationnelle, et dans ce cas-là, il faudra prendre d'autres armes. D'accord.
Ouais, il faudrait l'accompagnement des mouvements sociaux, comme ça tu l'as déjà dit, Oui, tu as déjà eu des propos dans ce oui. sens. Les chercheurs, bien sûr, pourquoi pas. Oui, juste Alors pour Voltaire, je veux bien qu'on fasse appel à lui, mais oui, la citation, mais ouais. c'est apocryphe, c'est pas Non mais c'est ouais. Oui, la citation est apocryphe et en plus, Voltaire est mort il y a longtemps, donc je sais pas trop ce qu'il pourrait faire pour nous aider. oui, ouais, ouais, ouais. Puis, après moi, il y a des gens, je vais pas me battre à mort pour qu'ils aient le droit de parler, quoi. Il y a mais bon, ça c'est sûr, juste sur le Oui, 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 enfin c'est pas c'est oui. mais juste pour Bah, déjà, revenir il faut que nous on arrive à parler déjà, oui, déjà ça oui, sera oui, c'est pour ça, avant de ouais, d'accord, liberté d'expression, mais avant de défendre la liberté d'expression de l'extrême ouais, droite, faudrait déjà que ouais. nous, j'ai l'impression que la liberté d'expression, elle est plus garantie pour l'extrême droite que Alors pour, et on a un vrai problème en France avec la liberté d'expression, notamment avec l'apologie du terrorisme, où là, ça a été sorti de la loi sur la presse et donc effectivement, on a des condamnations régulièrement pour apologie du terrorisme, pour des gens qui donnent leur avis, sur ce qui se passe à Gaza, qui ouais, parlent, du génocide, qui parlent de la résistance palestinienne et qui uniquement pour cela, sont poursuivis et condamnés à des peines de prison. oui, Peut-être c'est même moi, ouf. je vais être poursuivi dans quelque temps pour les propos que je viens de tenir en parlant de génocide et de résistance Ouais, palestinienne, mais je le fais. Heu et donc à partir de là, on a une menace majeure sur la liberté d'expression et ça, il faut aussi le prendre en compte. Donc il ouais faut pas du tout chercher à la restreindre, mais il faut chercher au contraire à la défendre et voir les priorités. et à au contraire créer de nouveaux espaces Mmh, d'expression, parce qu'on a une restriction qui est mmh. dramatique. Oui, oui, moi je pense à Plenel qui veut défendre la liberté d'expression de Charlie Kirk. Ouais, OK, bon, il y a peut-être d'autres priorités avant de défendre la liberté d'expression de l'extrême droite américaine. Juste pour revenir sur l'antiziganisme, et aussi on voit, je pense que c'est important aussi de rappeler aussi le lien avec le droit et comment, alors, antiziganisme, comme on a dit, ça rassemble plein de choses, et là aussi les gens du voyage, mais ça a été la répression aussi sur les gens du voyage, ça a permis aussi de modeler l'État moderne et notamment toutes les questions de la liberté de circulation qui a posé de Absolument. gros problèmes à l'État moderne. Absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'au début du 19e siècle, le fait qu'il y ait des populations itinérantes, qu'il y ait Ouais. des vagabonds, qu'il y ait des cheminots, je prends le cas de la France, mais pour d'autres pays, ça doit être, à peu près pareil, ne posait pas de problème. Donc on avait des gens qui se promenaient, qui n'avaient pas de profession bien définie. On se méfiait d'eux un petit peu, mais ça Mmh. posait pas de problème particulier. Et puis à un moment, on a décidé que non, il fallait contrôler les populations. C'est au moment où s'est mis en place le capitalisme industriel. Donc on a créé le livret ouvrier et le carnet anthropométrique des nomades enfin, une déclinaison, enfin quelque chose de comparable au livret ouvrier. Et on a fini par racialiser cette question sociale. On l'a racialisée en disant ce sont les bohémiens, ce sont les romanichels. Et quand on prend la loi de 1912 qui a mis en place le carnet anthropométrique, on se rend compte qu'il y a un lien très net avec la politique de l'immigration déjà Bah et oui, la peur de la et submersion des migratoire. sans-papiers, C'est-à-dire qu'en fait, la liberté de circulation dans son aspect, je dirais, intérieur au territoire français, des gens qui ont un mode de vie itinérant, et dans son aspect international, les migrants qui veulent oui. voyager, mais en réalité, conceptuellement, c'est la même chose. C'est Mmh. pour ça, moi, je suis spécialisé, non pas sur tel et Ouais, tel mais il y a des sujet, liens de mais moi, ouf je à suis faire, ouais, spécialisé en droit et en politique. C'est-à-dire, il y a un lien à faire. et même Cette sur le liberté de contrôle circulation, d'identité, même des c'est la populations. même. Voilà, c'est la même. Et donc, c'est vrai que les tziganes ayant servi de champ d'expérimentation, effectivement, bah, il faut particulièrement Ouais. les défendre, être vigilant à leur sort et surtout, avec tous les préjugés qui s'attachent. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre tous les préjugés, parce que c'est vrai qu'il y a en France une hiérarchie, une pyramide raciale Mmh. avec, Mmh. les blancs tout en haut et les gitans tout en bas. Alors, je sais que vu que tu en parles très souvent, parfois ça peut être, fatigant de répéter sur les mêmes sujets, mais je te propose de quand même faire 20 minutes d'un petit peu de pédagogie, sur ça. Moi juste avant sur les gens du voyage, même sur les Roms, même, est-ce que pourquoi moi je me dis: «Mais pourquoi il y a une telle haine?» Tu vois? Pourquoi il y a un tel rejet de ces populations-là? Est-ce que toi tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu as des pistes de réponse? Parce que, je veux dire, c'est aussi un racisme qui est partagé par une grande partie de la population, Mmh. et on va en parler aussi du racisme intracommunautaire. Je veux dire, le nombre de noirs ou d'arabes qui, désolé, il y a le chien. Oui, Lulu, oui, Lulu. Mais attendez, Ah! excuse-moi. Oui, Lulu? Donc, notre nouvelle émission, 30 millions d'amis avec Wissam et Lulu. Mais oui, est-ce que tu as déjà réfléchi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ça? Bah, déjà, il faudrait poser la question aux haters. Il faudrait poser la question aux gens, qui détestent les gitans, les tziganes, pourquoi? Ouais. Non, mais c'est ceux-là qui devraient nous dire. C'est les racistes qui devraient nous Oui, dire toi, tu t'es pourquoi. pas, Alors après,
Ouais, je me suis posé la question, oui, il y a différents facteurs qui jouent. Il y a sans doute, l'opposition, puisque déjà le tzigane, c'est une construction, ça n'existe pas. Oui. Tzigane, ça veut rien dire, c'est un amalgame, c'est une On met les construction. Roms dedans, on met les Gitans Voilà, dedans, alors que c'est des populations très on met différentes. tout dedans, on met tout dedans. Bon, après, ce qui est certain, c'est qu'il y a une opposition comme de longue date entre le sédentarisme et le nomadisme. Effectivement, et ça, dans une perspective évolutionniste, on expliquait que les peuples commençaient par être nomades puis se sédentariser. Ce qui est faux, parce que par exemple, l'Empire comanche est une structure politique nomade, où les Comanches étaient sédentaires et ont commencé à être nomades à partir du moment où les Espagnols ont amené des chevaux, ils ont pu se déplacer. Donc on D'accord, a une ok. évolution dans Oui, le c'est pas sens faux. inverse de l'évolution canonique, on imagine de façon canonique, où on a des populations qui deviennent nomades. Oui, ça c'est. Il Ça, faut c'est aller le premier lire point. Graeber qui explore aussi beaucoup ça. Oui, non, mais là, c'est un historien américain qui a un nom finlandais que je ne me Oui, hasarderai mais, pas à reproduire parce qu'il y a mais je beaucoup, sais il y a que beaucoup de consonnes dans son nom. Je sais que Mais, Graeber, dans ses travaux, notamment sur l'histoire de l'humanité, montre que c'est pas genre il n'y a pas nomade. Après, absolument, ça peut changer. Les populations peuvent absolument, ça décider peut d'avoir changer. d'autres. Et après, cette catégorie a été utilisée, par exemple, dans l'Algérie coloniale, où il y avait tout un discours anthropologique ou ethnologique qui opposait les bons berbères sédentaires et les mauvais arabes nomades. D'accord, En oui. disant qu'il y avait, voilà, Il y a un degré de civilisation il dans y a eu l'idée ça aussi. de. Il y a l'idée, voilà. Alors que, si on prend l'histoire du monde globalement, le plus grand empire du monde était un empire nomade. Ah bah oui, c'est l'Empire mongol. Oui, bah oui, Voilà. effectivement. Et donc voilà. Donc à partir de là, il y a ça. Il y a, il y a eu des moments de cristallisation aussi avec, à l'époque romantique. Il y a eu un moment de cristallisation où on a d'un côté des figures, on crée des archétypes, hein, comme Esmeralda ou Oui, Carmen. c'est vrai. Donc, des archétypes peuvent être positifs, avec l'archétype du bon tzigane qui joue avec son violon. Et on a en fait, et c'est vrai qu'il y a toute une fascination de ce que nous on appelle les tziganophiles, qui sont fascinés par les gitans La et qui sont, musique, voilà, la musique bien sûr, guitare. et qui sont aussi des racistes. C'est le racisme Oui, positif. oui, Hein, donc oui, on prête, on va idéaliser la population, c'est un peu le truc du bon sauvage. oui. Et donc on a quelque chose quand même qui est important. Et je pense qu'il y aurait un fil à tirer, même d'un point de vue historique, où on a une situation qui n'est pas une situation de colonialisme. Parce qu'on a une population qui est là, qui n'est pas spécialement colonisée, parce que la population est là, européenne depuis des siècles, et Mhm. qui est maltraitée. Et on aurait aussi une façon de voir comment l'État moderne a pu se construire. Après, qu'est-ce qui fait la persistance dans l'opinion de ce racisme? Peut-être le fait que c'est pas identifié comme un racisme, Ouais. peut-être le fait que ce statut existe encore. Je pense qu'il y a beaucoup de choses Mhm. qui jouent, mais Mais, c'est vrai que c'est mais surtout que moi, ce que je trouve fou là-dedans, c'est qu'on oublie que c'est quand même une population qui a subi la barbarie nazie, au point d'être aussi génocidée. tout à Il y a fait, quand même un oubli total tout à fait, sur ces sujets-là. tout à fait. C'est-à-dire que le génocide, le Samudaripen, donc le Ah, ils génocide des appellent Tziganes ça par comme les ça, nazis, le terme. ouais. Le Samudaripen a été longtemps occulté ou même nié. C'est-à-dire que, comme il y avait différentes catégories dans les camps d'extermination, Zigeuner, donc tziganes, et asociaux, on a eu tendance à dire ce n'était pas un génocide parce que la persécution n'était pas raciale, mais elle était sociale. D'accord. Et donc, on a par exemple des gens, des spécialistes allemands des tziganes, qui ont participé au génocide et qui après ont été recasés après-guerre dans des bureaux d'aide sociale où ils s'occupaient des tziganes. Et là, on D'accord. voit les deux faces de la même médaille. On voit véritablement, et c'est pour ça qu'il faut absolument lutter contre les tziganophiles, lutter contre les spécialistes des tziganes, Oui. parce que tout ça est extrêmement dangereux. Donc le génocide a été longtemps nié, et encore en France à l'heure actuelle, il n'est pas reconnu. Mhm. C'est-à-dire que François Hollande a reconnu l'internement, mais le génocide en tant que tel n'est pas reconnu. Il a fallu des décennies de lutte pour qu'il le soit. Et ça interroge. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a interrogé assez profondément et qui m'a conduit à m'intéresser à la question. Parce qu'en gros, tout le monde explique que le nazisme, c'est très mauvais, c'est le mal absolu, c'est la barbarie, et qu'on va se construire
contre le nazisme, en occultant le fait que le nazisme est une réalité européenne qui prend ses racines évidemment dans la culture européenne colonialiste, mais pas seulement, dans toute la culture européenne. Et d'un côté, donc, on peut avoir ce discours officiel en disant que le nazisme c'est la barbarie, et de l'autre, on peut continuer à nier les crimes des nazis et poursuivre leur œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, pour les Tziganes, le génocide a été l'acmé de la persécution, mais la persécution, elle existait encore avant, elle existait encore après. Donc ça interroge, et c'est pour ça que ça m'a intéressé. C'est pas tellement que je m'intéresse. Non, mais c'est pas que je m'intéresse aux Roms, aux gens du voyage, plus qu'à autre chose. C'est pas, c'est que. Il y a des choses qui se jouent voilà, là-dedans, quoi. Par rapport au racisme, par rapport à l'ensemble de la société, il y a des choses fondamentales qui se jouent. Et je suis content que tu me donnes l'occasion d'exprimer ce point de vue, parce que c'est vrai que je me suis un peu parfois peut-être fait piéger dans des interviews où je répondais aux questions qui sont les Roms, qui sont les gens du voyage. C'est pas la question. La question, c'est pas qui ils sont. C'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça indique. Et par exemple, quand on est musulman en France ou perçu comme musulman, eh ben, on a tout intérêt à se pencher sur la question du statut des gens du voyage, parce qu'on peut très bien se retrouver un jour en ayant un statut de musulman. Ouais. Oui, mais en plus, moi je trouve que parfois ça montre aussi de la totale hypocrisie de certains personnels politiques. Moi, c'est un épisode qui m'avait marqué, c'était Manuel Valls qui, quelques semaines après avoir combattu Dieudonné sous prétexte de combattre l'antisémitisme pour ne jamais oublier la barbarie nazie, avait des politiques anti-tziganes et notamment sur les Roms, d'ailleurs avec l'idée que les Roms ont vocation à rentrer en Roumanie, comme si c'était leur droit. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ça qui monte là-dedans et que parfois ça montre aussi l'absurdité de certaines positions. Par exemple, je veux dire, tous les discours racistes à l'égard des populations tziganes en mode rentrez chez vous. Qu'est-ce que c'est le chez vous des populations tziganes? Donc il y a des liens à faire avec les autres racismes. Et moi, il y a aussi la question que je voulais lier sur l'anti-tziganisme, c'est la question du droit. Et je trouve que parfois ça montre aussi la limite sur le droit. Par exemple, sur l'anti-tziganisme, il y a le fait que normalement les villes, il me semble qu'elles doivent permettre d'assurer un certain espace pour que des populations, des gens du voyage puissent s'installer. Et il me semble qu'il y a beaucoup de villes ne respectent pas cette obligation et qui pourtant n'ont pas l'air d'être très inquiétées. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, Wissam. D'abord, la phrase de Valls, effectivement, c'est intéressant. Oui, excuse-moi, j'ai fait le. Non, mais on l'a poursuivi en justice pour cette phrase. Ouais. Quand il a dit les Roms ont vocation à rentrer en Roumanie ou en Bulgarie, ce qui est idiot parce qu'il y a des Roms en Roumanie comme en Bulgarie comme dans tous les pays. Bon, bref, et on l'a poursuivi à la fois devant la Cour de justice de la République et devant le tribunal correctionnel. Ouais. Évidemment, ça n'a pas fonctionné, il n'a pas été condamné. Nous savions qu'il ne serait pas condamné. Ouais. On n'est quand même pas débiles non plus. Mais l'idée, c'était de parler. L'idée, c'est que cette phrase reste. Et après, quand il a trahi la France pour l'Espagne, entre parenthèses, que se serait-il passé si un franco-algérien, un franco-marocain était allé faire de la politique au bled? Bon, bref. Ouais. Quand il est arrivé à Barcelone et qu'il est allé draguer les gitans, il ne faut pas avoir honte quand même. Ah, il l'a fait aussi à Barcelone? Non, il est allé draguer les gitans à Barcelone en expliquant que moi, les gitanos, je vous aime et tout. Hop, on a fait passer le message de dire les frères, méfiez-vous, il n'est pas cool, le gars. Hypocrite, hein, c'est dingue. Et voilà. Donc après, pour ta question, bah oui, évidemment, ce statut des gens du voyage est un statut qu'il faut abolir. Donc il faut déjà, non mais, et là je m'adresse au personnel politique, il faut reconnaître le génocide. Il faut instaurer le 2 août une journée de reconnaissance du génocide des Tziganes. Premier point. Deuxième point, il faut abolir le statut des gens du voyage, qui n'a aucune raison d'être. Effectivement, sur la question que tu poses des aires d'accueil, effectivement, les communes ne respectent pas leurs obligations. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme qui est prévu à l'encontre des communes qui ne respectent pas la loi, alors qu'on a des mises en demeure, qu'on a toute une série de mécanismes juridiques qui permettent d'expulser les gens du voyage. Ouais. Mécanisme du type OQTF, c'est-à-dire sur le plan contentieux, c'est comme une OQTF, c'est-à-dire que c'est le préfet qui prend un acte pour dire qu'il faut partir, et si toi tu n'es pas content, alors que tu es un sans-papier ou que tu es un gens du voyage, mais tu saisis le tribunal administratif pour contester. Donc on inverse le mécanisme judiciaire, juridique, et ce renversement-là, il faut absolument le dénoncer. Donc il faut finir avec tout ça. Les aires d'accueil, ce sont des ghettos. Et c'est un système qui est catastrophique, qui ne fonctionne pas. Ça a été mis en place il y a une quarantaine d'années. Avant, les gens ils pouvaient stationner où ils voulaient. Il y avait une négociation. Donc moi, je propose qu'on en revienne à l'ancien système, c'est-à-dire où simplement les gens du voyage stationnent
où ils veulent en discutant avec les mairies. Et si le maire estime que le stationnement pose problème, et bien dans ce cas-là, il prend un arrêté ou il saisit un tribunal, il fait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'il faut simplement rétablir le principe et poser le primat de la liberté. Et prouver que ça pose vraiment problème. Alors si c'est ça être libertaire, eh bien oui, soyons libertaires. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur ce qu'implique ce statut et ses spécificités? Alors ça impliquait le fait d'avoir un carnet de circulation qu'on devait faire viser tous les 3 mois par la gendarmerie, par la police. Encore aujourd'hui? Non, ça c'est fini depuis 2017, mais c'est quand même... Ah ouais, mais d'accord, C'est ok, quand même récent. c'est récent. Ça quoi. impliquait donc le quota de 3%. Maintenant, ça implique qu'on est classé dans une catégorie administrative qui est raciale parce qu'on a des rapports qui nous parlent des gens du voyage sédentarisés. Ouais. Alors là, c'est les mots ont un sens. Oui, mais t'en as. Voilà, on va savoir où on est, gens du voyage, on est sédentaire. Là, on est gens du voyage sédentarisés. Donc ça implique qu'on est placé dans une case et qu'on est vu différemment par l'administration. Il y a par exemple un fichier qu'on avait mis au jour en 2010, le fichier MENS, minorité ethnique non sédentaire, qui a soi-disant disparu, mais je doute qu'il ait réellement disparu, et qui fichait les familles de voyageurs d'après leur spécialité présumée en termes d'infraction. Donc on a vraiment un fichier racial. Voilà, donc c'est ça que ça implique. Il y a Ça implique voleur, il y a- exactement. Ça implique un fichage, ça implique un statut différent, ça implique une vision différente par les tribunaux, par l'administration, par tout le monde. Donc ça implique qu'il y a un véritable apartheid juridique. C'est ouf. Je regarde s'il y a des questions. Oui, parce que aussi sur les camps, c'est toi qui y vis ou c'est moi? Oui, c'est moi qui bip. Ah d'accord, c'était pour savoir. Il y a des gens qui disaient aussi sur si les mairies, quand elles ne refusent pas un espace d'accueil, elles font des espaces d'accueil qui sont pratiquement invivables. Oui, tout à fait. Alors oui, alors ça a été bien documenté, effectivement, le racisme environnemental, le fait que les aires d'accueil sont toujours à côté des déchetteries, Ouais, de saloperies d'épuration. Céveso, de stations d'épuration, etc., etc. Il y a aussi un problème qui est très important et qui passe totalement sous les radars, c'est le problème des terrains familiaux. C'est-à-dire quand un gens du voyage, notez que l'expression ne se dit ni au singulier ni au féminin, mais lorsqu'un Oui, gens c'est du vrai. voyage, lorsqu'un voyageur achète un terrain pour mettre sa caravane, eh bien on va lui mettre des bâtons dans les roues. D'accord. C'est-à-dire que la personne va acheter un terrain agricole, pour mettre une caravane dessus, on va lui dire non, vous n'avez pas le droit. Et là, on voit qu'il y a 3 types de discrimination. Et ça, c'est une réflexion qui peut nous aider pour tout, pas seulement pour les gens du voyage. Il y a premièrement des lois qui sont ouvertement discriminatoires. Ouais. L'apartheid en Afrique du Sud, le statut des gens du voyage en France sont des lois qui sont ouvertement discriminatoires. On a ensuite des lois qui se présentent sous une apparence neutre, mais qui vont receler en elles-mêmes, dans leurs dispositions, un potentiel de discrimination. C'est le cas, par exemple, des dispositions du Code de l'urbanisme, où on a tendance à assimiler un terrain inconstructible et un terrain inhabitable. Alors que les terrains sont inconstructibles, je le conçois tout à fait, ça ne me pose aucun problème. Mais pour autant, il n'est pas inhabitable. Qu'est-ce D'accord. qui empêche de mettre dessus une caravane, une yourte, une tente, que D'accord, sais-je? oui. Ouais. Et donc l'application, là, ça va être indirectement discriminatoire, puisqu'effectivement, la personne qui a sa maison ne sera pas touchée par cette loi, mais les gens qui ont des yourtes ou les gens qui vivent en caravane, comme les voyageurs, vont être touchés par cette loi. Ça, c'est le deuxième type de loi discriminatoire. Et le troisième type, c'est la loi qui va être la même pour tout le monde, mais appliquée différemment selon les personnes. Ouais. C'est-à-dire que le droit est le même pour tous, mais il est appliqué différemment, ce que disait Orwell, hein. Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont Ouais, plus que d'autres. Il y a quelqu'un qui posait aussi, il y a une discrimination d'accès à l'école, oui, j'imagine que. Alors oui, la scolarisation est compliquée, effectivement, quand on est itinérant. Et même, c'est-à-dire qu'on constate que même lorsque les familles sont Ouais. sédentaires, entre guillemets, enfin en tout cas ne bougent pas, et il y a quand même des dispositifs toujours particuliers. Ouais. Donc il y a effectivement, c'est pas prévu. Effectivement, pour les enfants du voyage, il n'y a pas de dispositif qui soit prévu un petit peu à l'école primaire, mais ça fonctionne pas très bien. Et à partir du collège, on leur dit, écoutez, Ouais. inscrivez-vous au CNED. Bon, le CNED, quand il n'y a pas de suivi, c'est quand même pas... Et j'imagine aussi qu'au niveau stigmatisation, ça doit être quand même un truc lourd à porter, notamment sur l'héritage de la vie de tous les jours. Je sais que dans l'émission qu'on avait Ça, fait. franchement, il faut demander aux gens qui sont concernés. Ouais. Moi, je ne parlerai pas là-dessus. Oui, mais j'allais dire justement. Il faut demander aux gens qui sont concernés. Ouais, bah, j'allais justement renvoyer à Ouais. l'émission qu'on avait fait à Parole Ouais. d'honneur, je sais pas si tu te rappelles. On avait Oui. reçu Richie Thibault, on va Ouais. y reparler, Chouchou. Samir Amin? Non, Samir. Samir Amin, c'était un Oui, économiste. Samir Amin, c'est le marxiste. C'est un économiste égyptien qui vivait au oui. Sénégal. Il nous a quittés, malheureusement. Merci, ah, c'est une ma gueule. Non, pas du tout. Non, du comment il tout. s'appelle, celui de La Voix des Roms? Saïmir Millet. Samir Amilé? Non, Saïmir Millet. Samir Amilé. Non, Saïmir.
Taïmir, d'accord. Samir Millet. Pas Samir Amin, hein, Samir Millet. Mais, il y avait Raman Grossvogel aussi. Mais allez voir l'émission parce que là. Alors, Raman Grossvogel n'est pas agitant à ma connaissance, mais. Ah, mais il était là à l'émission. Il était à l'émission, tout à fait. Oui, voilà. Il était à l'émission. Ah, il veut m'attaquer. Et donc, on avait fait l'émission à PDH et là, il y aura le témoignage et elle parlait notamment Chuchu de parfois la stigmatisation qu'elle subissait. Il y a aussi un autre point commun avec les. Ah oui, juste avant ça. Ouais. Là, tu parles beaucoup du racisme invisibilisé. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une critique à faire sur l'antiracisme politique en général, sur la prise en compte de ce racisme, ou c'est en train de changer? Évidemment. Alors c'est en train de changer, mais il y a une critique à faire qui est énorme, évidemment. Par exemple, si on prend l'indicateur le plus net du racisme, le plus évident, c'est quoi à ton avis? Je crois que j'ai vu ton intervention, j'allais dire les violences policières. C'est ça, les violences policières. J'avais une question sur ça aussi. Le nombre de morts des violences policières. Et ben, le jour où on fera sérieusement les statistiques, on se rendra compte qu'il y a encore plus de gitans que d'arabes ou de noirs qui sont tués par la police. Ouais. Bah justement, là, il y a la question des violences policières. On se rappelle, il y a eu le cas de Angelo Garant. Ouais. Je pense qu'il s'est assez peu connu. Le cas d'Angelo Garant, il est connu parce que sa sœur Aurélie Garant, a fait un travail formidable et elle a. Mais il y a énormément de voyageurs qui sont tués par la police tous les ans et parfois on n'en parle même pas dans les médias. C'est-à-dire que là, il y a véritablement un travail à faire, mais aussi un travail intellectuel, d'élaboration. Il faut qu'il y ait des sociologues, des historiens qui travaillent sur le sujet pour vraiment mettre au jour quelque chose qui est inconnu et qui en plus permettra de comprendre mieux les autres types de racisme. Ouais. Bah, d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait un entretien avec Aurélie Garant et aussi c'est Didier Fassin. Non, c'est Didier Fassin qui avait fait un livre, Mort d'un voyageur, sur le cas de excellent bouquin que je recommande. Et d'ailleurs, qui en fait a été Aurélie a fait un livre aussi, après ce qu'ils nous ont fait, que je recommande. Je recommande les deux livres, celui de Didier Fassin et celui d'Aurélie Garant. Et on avait fait, et en fait, le livre de Fassin est sorti juste pendant le Covid, donc ça a un peu détruit les ventes. Mais allez lire l'histoire et même parce que ça parle du racisme contre les gens du voyage, qui d'ailleurs, eux sont sédentaires en plus, il me semble. Et c'est quand même une histoire de fou. Ils ont envoyé le GIGN. C'est ça, ils ont envoyé le GIGN pour et l'hypothèse d'Aurélie, qui me paraît plausible, c'est de dire qu'en fait, ils ont voulu tester en conditions réelles les nouvelles unités du GIGN. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant et qu'on voit le lien avec les autres racismes, c'est qu'on a aussi l'image de l'homme, gens du voyage, gitan et tout, barbare, un couteau entre les dents, dans lequel on peut user d'autant plus de la violence. Bien sûr. Est-ce que, pour ceux qui voudraient savoir un peu plus, tu as des conseils d'aller voir de personnes? Il y a qui? Il y a La Voix des Roms. Alors, qu'est-ce qu'il faut aller voir? Je pense qu'il faut déjà commencer surtout par écouter les militants roms et voyageurs. Donc d'abord, La Voix des Roms, Samir Millet. Ensuite, Anina Tloutlou. Ensuite, William Acker, qui a fait un travail très impressionnant sur les aires d'accueil, où il a recensé toutes les aires d'accueil et montré combien elles étaient, pour 95 d'entre elles, polluées. Ensuite, il y a évidemment notre camarade Ritli Thibault, on va en parler là. qu'on ne peut que... voilà. Je dois en oublier, mais il y a beaucoup de... Non, enfin, il faut voir, parce qu'effectivement, il y a... C'est en train d'avancer. Ouais, c'est en train d'avancer. C'est en train d'avancer. Et bientôt, là, j'ai bien envie qu'on ne me présente plus comme un spécialiste d'anti-tsiganisme et qu'on laisse les Roms et les voyageurs se défendre eux-mêmes. Et de toute façon, c'est mon objet. Là et c'est la dernière fois. Exactement. On ne se voit plus jamais. Exactement. Fini. Nous rompons en public. Non, mais, et je pense que c'est important. Et moi, le jour où je pourrais, et on n'en est pas loin là, passer le flambeau et dire maintenant, débrouillez-vous vous-même, je serais très content. Il y a quelqu'un qui demandait pourquoi tu avais dit une date pour la reconnaissance du génocide et tu avais dit le 2 août. Le 2 août, c'est la date qui a été choisie au niveau international parce que dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, c'est le jour où le camp a été détruit et où les familles et les enfants ont été envoyés dans les chambres à gaz. D'accord. Sachant qu'il y a plus de 20 000 tziganes qui ont été tués à Auschwitz. Combien? Plus de 20 000. Et alors là, c'est vraiment une question de curiosité parce qu'il me semble qu'on avait discuté aussi d'une figure qui était... Raymond Gurem. Je crois que c'est ça. Absolument. Raymond Gurem, ça c'est une figure qu'il faut faire connaître. Raymond Gurem, qui nous a quittés, malheureusement, était un voyageur français, un manouche français, qui était né en 1925, qui est mort en 2020, qui a été résistant toute sa vie, qui toute sa vie a résisté face au racisme anti-tzigane. Et cette figure de Raymond Gurem, il faut la faire connaître
on a vraiment une figure qui est fortement inspirante et qui, moi, m'a beaucoup apporté. Moi, j'étais son avocat, j'étais son avocat, j'étais son ami. On passait les soirées ensemble à picoler. Enfin, oui, je connaissais très bien Raymond et il m'a beaucoup apporté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on est fiers d'avoir défendus. Il a même voulu un jour me donner des honoraires, je l'ai refusé parce que moi je considérais que c'était un honneur de défendre Raymond et je n'ai pas voulu prendre un sou pour le défendre. Oui, mais je sais que quand on en avait parlé après en off, même après l'émission, déjà on l'avait parlé pendant l'émission, mais tout le monde était en mode oui, c'est la figure principale en France. C'est là, alors, en France et dans le monde. Dans le monde aussi. Quand Raymond est mort, il y a eu un hommage discret d'une commission que personne ne connaît qui s'appelle la Commission nationale consultative des gens du voyage qui ne sert à rien. Ursula von der Leyen, que je n'apprécie pas beaucoup par ailleurs, mais a quand même rendu un hommage à Raymond Gurem dans le monde entier. C'est-à-dire que Raymond Gurem est une figure qui est connue parce qu'il allait régulièrement à Auschwitz, il a rencontré des jeunes militants roms de l'Europe entière. Donc dans le monde entier, on a en Europe et même au-delà en Amérique latine, la figure de Raymond Gurem est connue et en France, elle est ignorée, quasiment inconnue. Mais même dans l'antiracisme, je me rappelle que Samir et moi, on était c'est qui ce gars Raymond Gurem, il a publié un bouquin où il raconte sa vie. On a des vidéos, on a des témoignages. Oui, il y a des données. On a tout un matériau là. On a tout un matériau sur Raymond Gurem. Tapez Raymond Gurem sur Internet et vous verrez. Et même au travers des vidéos, enfin son charisme, ce petit bonhomme avec son chapeau, avait un charisme incroyable. C'était vraiment. Et apparemment histoire de fou. Oui. Histoire passionnante. Non, mais il portait sur son corps les stigmates, tous les combats qu'il avait menés. Enfin, bon, c'est incroyable. Comment ça s'écrit? Je crois que quelqu'un a mis là Raymond Gurem. C'est ça s'écrit comme ça. L'orthographe sur le chat est bon. Et oui, il y a le chat qui m'ont dit oui, ça, n'hésite pas la prochaine fois d'inviter Semir ou même Tchoutchou pour parler plus profondément. Je pense qu'il faudrait les inviter et commencer par inviter Samir Millet parce qu'il a joué un rôle essentiel dans le fait qu'on reconnaisse l'antiziganisme. Il a un discours extrêmement pensé. En plus, il a des références, comme il est d'origine albanaise, il a des références qu'on n'a pas. C'est un garçon qui parle 10 langues, qui est extrêmement brillant. Et je pense que vous pourriez être copains. Donc, à mon avis, ça serait bien de l'inviter. Je voulais qu'on parle très vite de Richie Thibault. C'est maintenant l'avocat de Richie Thibault. Voilà. Ça va, il ne te donne pas beaucoup de taf à faire. J'ai l'impression qu'il est poursuivi tous les 3 jours. Alors, il y a des plaintes qu'on trouvait tous les 3 jours. Fort heureusement, il y a moins de procès parce que ça me permet de consacrer à mes autres clients également. Et symboliquement, d'une certaine façon, Richie n'a pas connu Raymond. Mais Raymond a été pour lui une source d'inspiration majeure. J'imagine. Et d'une certaine façon, je fais le lien entre les deux, puisque j'ai été l'avocat de Raymond, je suis aujourd'hui celui de Richie. Et moi, j'estime que les véritables héritiers de Raymond, ce sont des gens comme Richie, comme Aurélie Garand. Ce sont ces militants issus du monde du voyage qui se battent pour défendre leurs droits et leur dignité. Et en plus, qui élargissent aussi au-delà de la question du droit. Et ce qui est très intéressant avec Richie, c'est qu'il a un discours politique général. Il n'est pas uniquement sur des questions liées au racisme anti-tzigane. Et ça, c'est extrêmement important. Effectivement. Là, il est poursuivi par Retailleau, non? C'est quoi Retailleau et Nunes portent plainte contre lui tous les 3 matins. Et ça ne donne pas grand-chose pour l'instant. On a le procès où Macron avait porté plainte sur l'histoire de faire tomber la tête des monarques. ça sera en mars 2026. Et voilà. Donc là, le procès aura lieu s'il n'est pas repoussé. Parce que, allez, je prends un petit pari. Ce procès devait avoir lieu au départ en 2024, le 9 août. Alors, merci pour les vacances. Pour les têtes? Oui, pour les têtes des monarques. Alors, merci le parquet de Paris pour les vacances. C'est sympa que nous danse le 9 août. Surtout quand on rentre de vacances, enfin qu'on interrompt ses vacances et qu'on s'entend expliquer que non, finalement, on a mal calibré le procès et qu'on le renvoie 2 ans après. Mais il te dit le jour même le jour même, ils te disent non. Il nous l'avait laissé entendre un peu avant, mais bon. D'accord. Comme on a tout prévu, on est quand même venu. On était quand même venu. Donc là, on nous l'a repoussé en 2026. Allez, je prends un pari. Il n'aura pas lieu en 2026, on va attendre après 2027. On va voir. Et il n'avait pas un truc par rapport au fait qu'il disait la police bichiste ou un truc comme ça, ou je confonds totalement? Alors, il y a la police nationale enfant de Pétain, effectivement, il y a une plainte contre ça, mais qui n'est pas de nouvelles. Il me semble être. Alors, je ne prendrai pas position sur le dossier, mais enfin, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un décret-loi. Non, mais il y a un décret-loi de 1941 signé de l'Auguste Main du maréchal Pétain et qui crée la police nationale.
Donc à partir de là, D'accord. quand Riquier Thibault dit police nationale enfant de Pétain, ben moi je lui dis que c'est un étudiant en histoire brillant. D'ailleurs, le Figaro avait dit à un moment, a fait un article infâme sur lui, et avait indiqué qu'il laissait tomber ses études. Ben, pas du tout. Ce garçon a brillamment décroché sa licence d'histoire à l'âge de 21 ans, alors qu'il travaille à côté, et maintenant un master d'anthropologie. Ouais. Donc, Et après, je pense qu'il faut aussi féliciter les autodidactes. tout à Moi, fait. je suis d'accord avec toi de rappeler, bah si, il a ses diplômes, mais je pense que c'est pas parce que tu as pas de diplôme que tu n'as pas, que tu peux ne. Absolument. Tu vois. Non, mais tu as tout à fait raison, Wissam. Tu as Mais tout à je fait suis d'accord raison. aussi avec la Non, mais défense. tu as tout à fait raison. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit les entraves à la scolarisation qu'il y a pour les voyageurs, Oui. les discriminations en termes scolaires, voir ce garçon qui a accompli un cursus sans faute, Ouais. Mais surtout avec tous ces voilà. trucs politiques à côté, parce que c'est quelqu'un C'est ça. de très engagé aussi. C'est Quoi. ça. Et qui a travaillé à l'Assemblée nationale comme assistant parlementaire, qui a été journaliste, qui est très militant. Donc il fait beaucoup de choses et il faut lui dire. Ouais, non, mais de toute façon, Il faut lui dire bravo. Alors pour les autodidactes, moi j'ai envie de te dire, Wissam, nous sommes tous autodidactes. Moi personnellement, ce que j'ai appris, Ouais. je l'ai appris ou en lisant des livres et plus encore dans la vie en discutant avec les gens. Tout ce que L'école de la vie. Voilà, mais tout ce que je peux te dire sur les voyageurs ou les Roms, eh ben, c'est parce que j'ai Ouais. passé du temps à parler avec les gens et voilà. On arrive vers la fin. Là, j'aurais encore une question de conclusion. Je verrai aussi si le chat a des questions et toi aussi si tu veux ajouter quelque chose. Toi, donc, ça fait des années que, alors, avocat, mais aussi, alors, tu n'aimes pas le terme militant, mais de l'engagement politique et tout. Est-ce que c'est quoi ta vision sur aussi la nouvelle génération? Est-ce que tu es optimiste? Ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui se perdent un petit peu? Oh non, moi je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, il y a des gens très bien dans les jeunes. Après, la question des jeunes, c'est savoir ce qu'ils deviendront quand ils seront plus vieux. Ouais. Parce que souvent, on est bien quand on est jeune, on est plein d'entrain et d'enthousiasme. Et après, 30 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Ça, c'est la question. Cohn-Bendit, Moi, si je prends ma génération, par exemple, il y a des gens, ouais, oui, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer, effectivement. Voilà, donc les jeunes d'aujourd'hui, très bien, mais n'oublions jamais quand même que les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain, et ouais. j'espère qu'ils resteront très bien. Et toi, est-ce que tu as peur de devenir un vieux con? Un vieux conservateur? Je vais tout faire pour que ça n'arrive pas, mon cher Wissam. Et je compte sur toi pour m'y aider. Eh ben, moi, j'essaye de ne pas l'être aussi. C'est un peu difficile hein, parce que la jeunesse, elle pousse. Hein, t'as vu, là, ils sont radicaux. Eh ben, écoutez, on va voir s'il y a encore une ou deux questions. Est-ce que toi, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, que tu voudrais rajouter Non, ou est-ce que tu... non, J'ai je veux te l'impression- remercier pour la discussion avec toi, qui est toujours agréable et Oui, sympathique. c'est toujours un plaisir de te recevoir, Henri. Et donc, il faut qu'on investisse un peu plus le droit. Et si j'ai des problèmes, tu me défends. Hein. Voilà, exactement. On voit ça parce que Ouais, là, je ouais. suis... Moyennant un tarif tout à fait d'ailleurs, modique, mon cher Wissam. ah. Par contre, j'ai fait une bêtise, je dois te le dire. J'ai dit à un... Dis-moi si je peux être poursuivi. J'ai dit à un maire, ferme ta gueule. À qui? À un maire. Un maire. D'accord. Il faut voir le contexte. C'est un cas un peu compliqué, mais Un maire enfin, socialiste. tout est défendable. Hein. C'est passé sur non, mais, le journal et tout. tout est défendable, Wissam. Donc, J'ai dit- ne perds pas espoir. D'accord, ok. Ne Parce perds que... pas espoir. Et de toute façon, dans le pire des cas, je viendrai te voir au parloir. Hein, dans le pire des cas. Je ne te laisserai pas tomber, t'inquiète pas. Bah, ah, c'est de la fausse. Je dis, t'es du PS, travaille dans ton coin et ferme ta gueule. Bon, ça va. Eh ben, écoutez, merci tout le monde, merci encore Henri. Merci, Wissam. Je sais pas si tu as une actualité à partager ou de toute façon, oui, toi, c'est juste. On peut en parler du procès public s'ils veulent venir assister ou pas? Oui, alors effectivement, il y a un procès au mois d'octobre sur la question qu'on pensait trancher sur le plan historiographique, de savoir est-ce que Pétain aurait par hasard protégé les juifs français en livrant les juifs étrangers. Bon, cette question depuis Paxton et beaucoup d'autres historiens a été résolue, mais là il y a un procès en diffamation dont la toile de fond est ce débat historiographique et qui aura lieu, pour ceux que ça peut intéresser, ça aura lieu donc c'est public, c'est gratuit, ça aura lieu le 16 octobre à 13h au tribunal de Bobigny, 14e chambre, donc gratuit, ouvert à tout le monde et voilà. Moi, je trouve ça passionnant comme débat. Eh ben, écoutez, merci. Tu as vu, ils sont contents les gens. C'était passionnant. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Ben, en tout cas, merci Henri. Merci aussi à la technique. Merci. Il y avait Raz, il y avait Milan, il y avait Samos. Merci le chat. N'hésitez pas encore à offrir des abonnements, à vous abonner, à prendre des bits. Aussi, n'hésitez pas à donner de l'argent
sur le Tipeee de la Zawa Prod. On a besoin d'argent pour continuer à avoir ce plateau et tout, et pour vous promettre des émissions de qualité. Prochain rendez-vous de Talkie Oui Oui, c'est le 17 octobre avec Benjamin Burbaumer. Je ne sais pas si tu connais Non. Benjamin Burbaumer. On va parler Par contre, le 17 octobre, ça me parle. Ah, 17 oui. octobre, ça me parle. Là. Oui, 17 octobre, Ouais. oui, j'avais oublié. Ouais. D'ailleurs, j'ai une émission le foot le soir, donc ça va être compliqué, mais il y a toujours le rendez-vous sur le pont, non? On s'est Comme mis ça, chaque année tout à fait. en hommage. Et il y aura Youssef qui fera son discours Voilà. habituel, qui sera. Voilà. Saluons Youssef. Salut, figure historique. C'est quand même quelque chose. C'est quand même un personnage, Youssef. Figure historique, mais contemporaine aussi. Eh ben écoutez, merci à tous. Salut Henri. Salut, tout le monde. salut Wissam, salut tout le monde.